Bonsoir. J'ai pas trop l'habitude de faire mon entrée comme ça. J'ai pas trop... je vais déverrouiller ça. J'ai pas trop l'habitude non plus de faire des présentations dans ce genre d'endroit. Je suis un peu impressionnée. Normalement, je fais plutôt des conférences dans des sous-sols de bars avec un public de trotskistes. Mais peut-être qu'il y a plein de trotskistes parmi vous, on ne sait pas. Est-ce que il y a des gens parmi vous qui connaissent mon travail, mon blog sur Facebook, enfin qui connaît, que je sache si je me présente. Ok, donc je vais présenter un petit peu ce que je fais. Donc je tiens le blog qui est là, et une page Facebook qui va avec, sur lesquelles je présente des BD, enfin des bandes dessinées quoi, qui visent à démocratiser un petit peu des concepts politiques. Je vais vite pour celles et ceux qui connaissent déjà. Mon idée en fait, c'est que la politique c'est pas un truc à l'Assemblée nationale une minorité de mecs blancs en costard, mais qu'en fait c'est ce qui régit notre quotidien, notre vie de tous les jours, et que donc c'est très important qu'on comprenne comment fonctionne le monde pour comprendre ce qui va pas et comment arranger les choses. Donc je pense que c'est pas mal en thème avec le festival dans lequel j'interviens. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai construit mon blog, comment j'en suis arrivée à la BD, et puis je vais revenir un petit peu sur mon dernier travail que j'ai publié en janvier 2019 et qui était sur le climat. Et puis voilà, après, on pourra discuter si vous avez des questions, des témoignages, des commentaires. Tac, ouais. Ok. Donc moi je suis pas mal identifiée comme féministe, mais en fait je suis plutôt politisée au sens large. Donc féministe, anticapitaliste, antiraciste, et je suis pas née comme ça. En fait, je me suis politisée même très tard, et moi j'ai évolué dans un milieu qui était plutôt, on va dire, de gauche molle et pas forcément hyper féministe. Et les questions féministes m'ont intéressée, on va dire, vers mes 30 ans. Avant, j'avais un petit peu l'impression que c'était quand même un sujet qui était derrière nous, que les luttes féministes étaient achevées, qu'on avait le droit de vote et le droit à l'avortement et qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Et en tant que femme, je subissais une forme d'oppression qui était liée à mon genre, mais je me rendais pas compte. Pour moi, c'était assez transparent parce que c'était des choses qui me paraissaient normales. J'y avais été habituée, en fait. Et du coup, j'ai à peu près fait tout, on va dire, jusqu'à mon arrivée dans le monde du travail, en ayant l'impression que ça me posait pas de problème d'être une femme. Et je dirais même, quand je suis arrivée en école d'ingénieur, j'ai eu le sentiment que c'était plutôt un avantage. Ça, c'est un peu une sorte d'effet loupe, c'est-à-dire que quand on commence à reconnaître l'existence d'une oppression, donc en l'occurrence, on reconnaît qu'il y a un problème de représentation des femmes dans un tas de trucs, de la même façon que les personnes non blanches, les personnes en situation de handicap. Et du coup, on va mettre en place des systèmes de quotas, etc., pour tenter de rééquilibrer un petit peu artificiellement les choses. Et de l'extérieur, quand on n'est pas politisé et qu'on voit ces systèmes, on a l'impression que du coup, ces personnes, elles sont avantagées. Et moi, c'est ce que je me disais. Parce que par exemple, on essayait de me faire venir, j'ai fait des études d'informatique, on essayait de me faire venir en école d'ingénieur. Et du coup, je me disais, mais en fait, c'est plus facile pour moi en tant que femme de trouver une place en école d'ingénieur que pour un homme. C'est une sorte d'effet loupe. Et je me rendais pas compte que s'il y avait ces mécanismes, c'est en fait pas pour avantager les femmes, mais pour en gros nous dédiscriminer. C'est-à-dire qu'on reconnaît que le cheminement qui nous permettra d'arriver à ces endroits-là sera plus difficile pour nous, à cause des stéréotypes, à cause de le patriarcat quoi. Et du coup on essaye de compenser, alors un peu tardivement, un peu artificiellement ces choses-là. Mais moi je voyais pas ça comme ça, et c'est vrai que je me suis dit, en tant que femme, c'est plus facile pour moi de rentrer dans une école d'ingénieur. Je le savais parce que je savais que dans les entretiens, on essayait d'encourager les femmes à venir. Et quand j'ai commencé mes études, très honnêtement, quand je suis arrivée dans mon école, il y avait, on va dire, 3% de filles, et tout le monde, tous les étudiants qui étaient là, se précipitaient vers moi pour me proposer de faire partie de leur association, de m'aider sur des projets, etc. Et donc moi, je voyais vraiment ça comme un avantage.
Donc voilà, j'ai fini mes études, j'ai commencé à bosser. À 30 ans, j'ai eu un enfant. Au même moment, j'ai changé de boulot, donc du coup, j'ai fait toute ma période d'essai enceinte. Et je suis revenue du coup après mon accouchement et c'est là que j'ai commencé à comprendre 2-3 trucs. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à bosser, c'est pareil, je suis arrivée, j'étais développeuse, quoi, donc je faisais du code de base. Et, et du coup, quand je commençais à faire du code et que j'avais besoin d'aide, il y avait tous mes collègues qui étaient tout à fait prêts à venir m'aider. Et je voyais bien qu'ils étaient beaucoup plus prêts à venir m'aider qu'ils étaient prêts à aider leurs collègues masculins. Et bah, moi, je trouvais que c'était plutôt pratique finalement pour avoir de l'aide. Et en fait, quand j'ai changé de boîte et que je suis revenue après mon congé maternité, j'ai monté en grade, en responsabilité. Et du coup, je me suis retrouvée à gérer des projets. Et là, au lieu de demander de l'aide à mes collègues masculins, je leur demandais de faire des choses. Et tout de suite, c'est beaucoup moins passé. Parce qu'en fait, ils pouvaient plus se mettre un peu dans cette position du prince charmant, puisque c'est ce qu'on regarde depuis qu'on est tout petit, hein, et moi de la princesse. C'est-à-dire que je venais leur dire quel travail ils avaient à faire et ça passait pas bien du tout. Donc, ils ont mis en place toute une sorte de mécanisme, on va dire de façon très inconsciente, je pense, de domination masculine, qui faisait que et ben ça marchait pas, j'arrivais pas à faire mon travail en fait. Donc je pense qu'il le faisait pas consciemment, mais par exemple quand c'était dans des réunions où je proposais des choses, les choses sur lesquelles on se mettait d'accord, il les faisait jamais à la sortie. On décidait, je sais pas, de mettre des fichiers dans des répertoires, bah, les fichiers atterrissaient jamais dans ce répertoire. Voilà, c'était toujours des petits trucs comme ça qui me déstabilisaient. Après, c'était beaucoup aussi les remarques sur mes tenues, les remarques sur mon poids, sur le fait que j'avais retrouvé la ligne, etc. À la sortie de mon congé maternité. Donc en fait, à chaque fois, ça me ramenait sur le statut un peu d'objet décoratif et j'avais du mal à faire ma place en tant qu'ingénieure, quoi. Au début, j'avais l'impression que j'étais une mauvaise ingénieure. Je commençais à me dire que visiblement, j'avais pas le charisme nécessaire pour organiser des projets puisque les gens m'écoutaient pas, mettaient pas les fichiers où je leur demandais et visiblement s'intéressaient beaucoup plus à la couleur de mes t-shirts que au projet qu'on avait à mener à bien. Et donc j'ai commencé, à ce moment-là, j'allais pas très bien, je vais pas le cacher. J'allais pas très bien. Je me disais que j'étais pas faite pour travailler dans l'informatique, que j'étais pas suffisamment compétente, et je commençais à regarder pour changer de branche en fait. Heureusement, à cette époque, j'ai rencontré des copains qui étaient militants féministes et qui m'ont dit « Regarde autour de toi, est-ce qu'il y a des gens qui font le même boulot que toi, qui sont des hommes et regarde comment ils sont traités par tes collègues masculins. » Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu ça et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ces mêmes mécanismes qui se mettaient en place envers mes collègues masculins, qu'ils étaient plus écoutés, qu'on leur coupait pas la parole en réunion, qu'on leur faisait pas de remarques sur leur tenue, etc. Et j'ai commencé à comprendre que peut-être mon genre jouait un rôle dans la façon dont j'étais traitée et dans mon sentiment d'être incompétente, quoi. À partir de là, j'ai commencé à lire des trucs féministes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était très diffusé largement dans mon entreprise, ces comportements, parce que de toute façon, il y avait un manager qui se permettait ce genre de remarques. Pour vous dire, l'apogée de cette période, c'est un jour, je suis rentrée dans son bureau où j'avais un débardeur un peu comme ça, là, avec des plis, et qu'il a essayé de jeter son stylo dans mon décolleté. Donc là, c'était le manager, le top, qui faisait ça. Et du coup, comme il le faisait et qu'après il disait c'est une blague, ou alors les commentaires sur les tenues et tout ça, il disait c'est pour te faire plaisir, tout le monde se permettait de le faire puisque le numéro 1 le fait, après tout c'est que c'est normal, quoi. Donc j'étais retournée contre ces systèmes un peu de disqualification à mon égard, mais j'étais retournée contre l'entreprise entière qui laissait ça se perpétuer, quoi. Et quand j'ai commencé à lire des trucs féministes, je me suis dit en fait, j'en ai un peu rien à secouer du coup de cette entreprise et j'ai arrêté de travailler et j'ai passé mes journées à me former sur les questions féministes avec mon salaire d'ingénieur payé par moi pote, quoi. Donc du coup, peut-être qu'un jour je reverrai ce manager et je pourrai lui dire qu'il a financé ma politisation. Moi, ça me fera plaisir, à lui probablement moins, mais bon. Voilà. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai compris que à cause de son genre, on peut avoir des difficultés qui ne sont pas liées aux efforts qu'on peut faire, au travail qu'on a fourni. Et que du coup,
on peut un petit peu faire tout, quelque part respecter le contrat social qui nous dit que tout se mérite et que si on fait ce qu'il faut, on va y arriver, qu'on peut faire tout ça et se planter quand même parce qu'on appartient à une partie de la population qui, à laquelle on va mettre des bâtons dans les roues. Et j'ai compris ça parce que j'étais une femme, mais du coup j'ai compris que y avait d'autres parties de la population qui étaient discriminées, et plus que moi, parce que moi j'étais quand même ingénieure. Je pouvais changer de boulot, ce que j'ai fait d'ailleurs au bout d'un moment assez facilement, mais que du coup, quand on est précaire, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est non blanc, c'est encore plus compliqué. Quand on a un handicap, n'en parlons pas. Donc j'ai compris un petit peu à partir de ma situation personnelle et de la discrimination que je vivais moi, qu'il y en avait d'autres et qu'elles se cumulaient et qu'en plus, en se cumulant, on pouvait les vivre différemment. C'est-à-dire que le sexisme que vit une femme noire, il s'exprime pas forcément de la même façon que le sexisme que vit une femme blanche. Par exemple, elle va être beaucoup plus exotisée. Donc voilà. Et quand j'ai compris ça, en fait, moi, ça m'a tellement passionnée que je voulais que tout le monde le comprenne aussi. Je me disais, mais comment ça se fait que j'ai découvert ça à 30 ans? Il faut que tout le monde le sache. Donc j'étais un peu en train d'attraper toutes les personnes que je croisais et de leur dire, tu sais ce que c'est que le sexisme, le patriarcat et le sexisme bienveillant et le harcèlement, etc. Ouais, dès qu'il y avait une sortie avec mes collègues, je sautais sur l'occasion pour lancer des débats, c'est-à-dire le moindre mot, la moindre attitude qui me permettait de lancer un débat sur l'oppression que subissent les femmes, je le faisais. Et au bout d'un moment, plus personne m'invitait aux soirées parce que c'était c'était des soirées politiques, des soirées débats politiques, plus que des soirées relax où on pouvait boire des bières et rigoler, quoi. Donc au bout d'un moment, je me suis quand même dit que j'allais pas m'en sortir comme ça. Je voulais vraiment, je sais pas, c'est comme quand on découvre, je sais pas, un super livre ou qu'on a vu un super film et qu'on a envie de le partager. Mais moi, le féminisme, ça a tellement changé ma vision du monde que pour moi, c'était inenvisageable que les autres ne découvrent pas ce que j'avais découvert. Et donc, j'étais prête à vraiment beaucoup de choses pour arriver à transmettre ça. Visiblement, squatter les bars avec les collègues et leur tenir le bras jusqu'à ce qu'ils m'écoutent ne marchait pas. Donc, j'ai essayé d'autres trucs. Et j'ai commencé à me dire que j'étais quand même avec des collègues qui étaient beaucoup des hommes blancs, et donc j'avais pas trop de matière en fait pour partir, parce que moi j'avais compris ça parce que je l'avais vécu en fait, mais j'avais pas trop de matière d'où partir pour avoir ces discussions avec eux, et je me suis dit il faut que je discute avec des personnes qui vivent au moins une oppression pour qu'elles comprennent au moins en partant de là ce que elles vivent, parce que souvent quand on vit une oppression on le voit pas, et puis du coup comprendre ce que d'autres vivent en partant de là. Et alors j'atterris sur Facebook dans des groupes féministes où on débattait, on discutait féminisme, etc. Et là, j'ai pu du coup toucher beaucoup de femmes qui venaient pour discuter, débattre. C'était quand même un endroit où les gens venaient pour ça, donc c'était beaucoup plus facile d'avoir ces discussions. Mais ce qui s'est passé, c'est que les réseaux sociaux, c'est super, mais ça a aussi malheureusement des inconvénients. Et ce qui s'est passé assez vite, c'est que dès qu'une personne arrivait avec, on va dire, peu de bagages politiques, alors ça fait un peu pompeux, mais bon, moi je suis passée par là aussi, donc qui s'intéressait aux questions féministes depuis pas trop longtemps. Dès qu'elle disait pas les bons mots, qu'elle pensait pas comme nous, en fait, elle se faisait jarter du groupe. Alors, pas forcément virée par les administrateurs, mais en fait, il y avait un effet de meute qui faisait que dès qu'une personne disait un truc qui n'allait pas, elle se prenait tellement de commentaires dans la tronche qu'elle partait et elle ne voulait plus jamais avoir à entendre parler de féminisme, quoi. Et du coup, on finissait sur notre groupe, on était 30 et on était entre gens qui étaient d'accord. Et donc moi, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux pas parler avec des gens qui pensent comme moi, même si parfois c'est reposant. Je veux surtout parler à des gens qui sont comme le mois de il y a un an, parce que ça faisait qu'un an qui s'était écoulé depuis tout ça. Je veux parler à des gens qui vivent les mêmes choses que moi, mais qui n'ont pas encore eu cette prise de conscience et qui seraient libérés par une prise de connaissance féministe. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu plutôt rencontrer des gens en vrai, mais avec mes collègues, donc j'avais déjà compris que c'était mort. Je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer des gens un peu ailleurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des tracts, en fait,
où j'expliquais un petit peu les bases du féminisme. Donc j'expliquais, j'essayais de casser un peu les idées reçues sur le féminisme, parce que ce qu'on entend souvent, c'est quand même que les féministes, elles veulent inverser les choses, c'est-à-dire dominer le monde, prendre le pouvoir sur les hommes. Ou alors j'ai entendu aussi diviser la planète en deux et mettre les féministes, enfin les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Voilà, qu'on est agressif, qu'on est hystérique, tout un tas de trucs. Après, parfois c'est vrai qu'on est agressif, mais qu'on a de bonnes raisons de l'être. Mais donc voilà, je voulais casser un peu toutes ces idées reçues, donc je faisais mes petits tracts. Donc c'était très scolaire, hein, et donc c'était les féministes sont-elles agressives? Alors grand A, petit B, tiret, 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 et j'allais les distribuer à l'entrée du métro le matin avant d'aller au boulot. Alors déjà c'était hyper fatigant parce que je me levais à 5h pour aller faire ça et pour arriver au boulot à l'heure, et puis en plus je voyais bien que les gens, mes tracts, ils étaient nuls quoi, donc ils lisaient pas, et je les retrouvais après dans la poubelle en allant prendre moi mon métro, donc ça marchait pas. Et du coup mon PC il s'est éteint. Voilà. En plus, j'avais du mal à toucher les personnes que je voulais toucher, c'est-à-dire celles qui vivaient ce genre d'oppression, avec qui on pouvait entamer une discussion à partir de nos vécus. Et du coup, là, j'avais dessiné, je ne sais pas si c'est là, voilà, le genre d'expérience que j'avais quand je tractais. En fait, c'est que quand on discute avec des gens qui ne vivent pas la même chose que nous, on a beaucoup de mal à leur faire comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et souvent, par la discussion, c'est compliqué quand même. Donc on est obligé de partir d'expériences que les gens ont eues, ou alors d'expériences que les proches de ces personnes ont eues. Parce que quand ça arrive à des proches, même si on ne le vit pas personnellement, on peut être plus enclin à comprendre ce que c'est que le harcèlement de rue au quotidien, le harcèlement au travail, les violences obstétricales, ou ce genre de choses. Bon, les tracts, du coup, c'était un peu galère. Mais en termes de harcèlement de rue, j'ai eu une expérience un soir où je sortais du boulot, et en fait, il y a un mec qui est passé et qui m'a dit « T'es bonne ». Et en plus, j'avais vraiment une journée pourrie, donc je lui ai dit « Mais en fait, je sais pas demander ton avis ». Et il s'est mis à m'insulter, il m'a dit « Ouais, t'es pas poli, je te fais un compliment, tu pourrais me dire merci, t'es vraiment une connasse, et en plus, t'es moche ». C'était pas vrai. Et donc je me suis dit, ça c'est vraiment, il y a tout, en fait tout dans cette scène de ce que je vis au quotidien, parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait, mais là je m'étais politisée et tout, et donc je voyais vraiment la trame derrière de tous ces rapports de domination. C'était pas ce pauvre type-là en particulier qui avait un problème, c'était le contexte dans lequel on évoluait, lui et moi, quoi. Et j'ai dessiné cette scène. Et je l'ai mis sur mes tracts et je suis retournée les distribuer à l'entrée du métro, du coup, quelques jours plus tard. Et là, je voyais que les gens, en fait, ils prenaient le tract et ils marchaient. Et puis, en fait, je les voyais s'arrêter et regarder. Alors qu'avant, ils rentraient dans le métro et je voyais bien qu'ils allaient les jeter et qu'ils les lisaient pas, quoi. Et j'en suis arrivée là, en fait, je me suis dit... il faut pas que je fasse un truc scolaire, théorique sur le féminisme. En fait, ça fait des siècles qu'on fait ça, et qu'il n'y a que les gens déjà, le milieu universitaire, les gens déjà politisés qui les lisent. Donc c'est très lent comme processus. Moi, mon plan, c'était d'abattre le patriarcat en 2 ans à peu près. Hein, donc je voulais que ça aille vite, quoi. Et donc du coup, je me disais, il faut que je montre le lien entre ces trucs théoriques qui sont essentiels, hein, et que je prenais beaucoup de plaisir à lire, et nos vies quotidiennes, parce qu'on s'intéresse pas à la politique parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui nous concerne pas. Mais une fois qu'on comprend que la politique, c'est ce qui régit notre quotidien, comme je disais tout à l'heure, on comprend qu'il faut s'en mêler. Et donc du coup, je me disais, il faut que je montre aux gens ce lien-là que moi j'avais eu la chance de pouvoir faire. Il faut que je montre ce lien entre ce qu'on vit au quotidien et la théorie féministe. Donc du coup, les anecdotes pour ça, c'est bien, mais il ne faut pas les laisser toutes seules. Donc, sur mon tract, il n'y avait que l'anecdote. Donc les gens qui lisaient, tout ce qu'ils pouvaient se dire, c'est « ouais, le harcèlement de rue, c'est chiant », mais on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Donc voilà, je me disais, il faut que je fasse des anecdotes et de la théorie, et il faut aussi que j'utilise le dessin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils ont des tracts de partout, ils ont de la pub, ils ont les journaux. Dans le métro, il y a plein de journaux gratuits. Et donc, en fait, je ne ressortais pas, moi, avec mes tracts. J'avais pas trop de chance d'être plus lu que les autres, quoi. Le dessin permet d'être plus lu que les autres, et il permet aussi de passer un tas de trucs en
peu de temps. Enfin, par exemple, c'est une scène de harcèlement, j'aurais pu l'écrire en 3 pages, peut-être le temps d'exprimer ce que ça m'a fait, ce que le mec m'a dit, etc. Là, en 2 images, c'était torché et tout le monde comprenait très bien de quoi il s'agissait. Donc voilà un peu toutes les pièces qui se sont mises en place dans ma tête pour en arriver à la construction de mon blog. Et j'ai commencé à faire des petites histoires comme ça. Que je mettais sur ma page Facebook, et donc j'ai dit à mes copains, bah voilà, j'ai une page Facebook sur laquelle je mets des BD et vous pouvez venir si vous voulez. Donc ils sont venus et on était 30. Et voilà, c'était sympa quoi. Et du coup, au fur et à mesure que je faisais mes histoires, mes copains ils partageaient. Alors à l'époque, en plus Facebook, l'algorithme faisait que quand on like un truc, ça remonte dans la timeline des autres personnes. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien Facebook, mais en gros, quand on ouvre l'application, si on a un ami qui a mis un j'aime sur une publication, tout le monde le voyait. Et ça a changé maintenant, c'est devenu beaucoup plus dur. On pourra en parler après si vous voulez, un peu des algorithmes. C'est devenu beaucoup plus dur de ressortir sur les réseaux sociaux. Moi, je suis arrivée à la bonne période. Donc voilà. Et du coup, à chaque fois que je faisais une BD et que mes copains ils mettaient un like, il y a leurs copains qui voyaient et qui venaient sur ma page, et à leur tour ils mettaient des likes, et ça faisait comme ça a augmenté. Je me suis retrouvée avec une communauté assez rapidement de, je dirais, 10 000 personnes, donc du coup que je connaissais pas, qui étaient plus du tout mes copains, quoi. Un an après, je dirais, j'ai commencé. Donc après, je traitais pas mal de questions féministes. Un an après, j'ai parlé de mon expérience de la maternité. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis tombée enceinte, on m'avait pas trop dit ce que c'était réellement la maternité. Tous mes copains qui avaient déjà des enfants, ils m'ont dit tu verras, c'est que du bonheur, ça va être le plus beau moment de ta vie, etc. Il y a des parents dans la salle. Je sais pas si vous voulez pas me faire peur ou quoi, mais en fait, du coup, pour moi, la maternité, ça a été vraiment horrible, quoi, une très mauvaise expérience. Et je comprenais pas qu'on me l'ait pas dit avant, c'est-à-dire que je savais pas qu'on dormait pas pendant longtemps. Je savais pas qu'on était abandonné comme ça, parce que moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que avant mon accouchement, j'avais des séances de préparation payées par l'État, 8 séances de préparation, très bien encadrées, plein de conseils. On m'a filé plein de bouquins. Enfin, j'avais l'impression vraiment que c'était le top, quoi, que tout le monde m'accompagnait. Bon, après, on est super jugé et tout, hein, c'est pas non plus le paradis, quoi, mais bon. Et puis j'ai accouché et on m'a ramenée dans ma chambre. On a fermé la porte et c'était fini. Il n'y avait plus personne pour m'aider, en fait. Et les seules personnes qui venaient, elles venaient pour me dire que tout ce que je faisais, je le faisais mal. Que ce soit dans la rue, que ce soit la famille, que ce soit les amis. En fait, il n'y a plus personne qui t'aide, quoi. Tout le monde te juge, personne t'aide. Et donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule à gérer un petit être humain, quand même. C'est quand même pas anodin, sans savoir du tout comment ça marchait et sans avoir d'aide. Et là, je me suis dit, quand j'ai eu mon blog, j'y ai repensé parce que, bon, du coup, mon fils, il avait 2 ans, j'avais quand même commencé à trouver un petit peu des repères, mais je me suis dit, mais il faut le dire, en fait, que c'est la merde d'être mère, parce que, je sais pas, c'est fou que tout le monde parte dans cette aventure sans en connaître la difficulté, et une fois qu'on sait que ça va être difficile, enfin, je comprends pas pourquoi il y a une omerta, peut-être une peur qu'on arrête de faire des enfants si on sait à quel point c'est difficile, je sais pas. Mais moi, je pense à l'inverse, que si on sait que ça va être difficile, on se prépare mieux. Moi, j'étais pas du tout préparée. Donc voilà. Je fais cette BD du coup en expliquant que imagine ce que c'est de te coucher et d'avoir un réveil qui sonne toutes les 3 heures et qu'en fait jamais tu peux te reposer. C'est comme ça nuit et jour, pour faire comprendre peut-être aussi aux hommes et puis aux personnes qui n'ont pas encore d'enfants, à quel point voilà, c'est fatigant, à quel point ça peut être important de se reposer sur les autres, de ne pas hésiter à demander de l'aide et à accepter de l'aide et pas hésiter. Moi je me disais toujours, mais c'est ma responsabilité et je ne veux pas emmerder les gens avec ça. Et donc, quand on me proposait de l'aide, j'avais tendance à dire non parce que je trouvais ça tellement dur que je voulais pas l'imposer à quelqu'un d'autre. Je trouvais important de dire, en fait, si profiter des autres, eux, après, ils pourront rentrer dormir chez eux et tout ça, donc ils peuvent nous aider pendant 1 jour ou 2. Donc, je fais cette BD. Non, je me suis un peu éloignée. Je fais cette BD et en fait, il y a des tas de mères qui commencent à m'écrire et à me raconter toutes leurs histoires, qu'elles avaient vécues de la même façon, qu'elles avaient détesté la période du congé maternité, qu'elles n'osaient pas le dire parce que t'es censée être tellement heureuse. Et ça a vraiment libéré une forme de parole, alors pas que, hein, il y a aussi des femmes qui m'ont écrit pour dire que si c'est pour penser comme ça, vaut mieux pas faire d'enfants.
que j'aurais mieux fait de me faire stériliser. Donc voilà, j'ai eu un peu de tout, mais j'ai senti qu'il y avait quand même une partie des gens qui avaient besoin d'entendre ça et de pouvoir le dire aussi. Et donc du coup, à ce moment-là, ma communauté de 10 000 personnes est passée à 40 000. Et je me suis rendu compte que moi, sur ces questions de maternité, de parentalité, de partage des tâches, j'avais beaucoup de choses à dire, et que dans les milieux féministes, on avait passé, enfin, les générations précédentes avaient passé tellement de temps à faire en sorte qu'on puisse échapper à la maternité que le fait de pouvoir gérer sa maternité, ça n'avait pas encore été trop traité, en fait. J'ai discuté, moi, avec des féministes qui ont maintenant, aujourd'hui, 60, 70 ans, et elles disaient qu'à partir du moment dans leur groupe où on décidait d'avoir des enfants, on était un peu considérés comme plus féministes, en fait. C'est-à-dire qu'on ne s'occupait plus de nos problèmes, on était mis de côté jusqu'à ce qu'on puisse rejoindre les milieux militants en ayant les enfants plus grands, etc. Donc ça, je trouvais ça dommage et je pensais que c'était un nouveau terrain à investir. Quelques mois plus tard, je décide, moi, je me retrouvais j'avais repris le boulot, de toute façon, aux 2 mois de mon fils. Pour le coup, j'aimais pas mon boulot, mais j'étais quand même bien contente de laisser mon nouveau-né à une personne qui visiblement avait l'air tout à fait compétente pour s'en occuper et respirer un peu. Donc voilà. Et donc du coup, j'étais au boulot et je me suis rendu compte que j'avais pas pris rendez-vous pour le prochain rendez-vous médical de mon fils. Et que j'avais oublié de prévenir la nounou pour un truc qui se passait le soir. Et je regarde mon écran et je me rends compte que j'avais autant d'onglets ouverts de trucs pour gérer la vie de mon fils que pour gérer mon boulot en cours, en fait. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article sur... le titre, c'était les filles, attention à votre charge mentale. Et donc j'ouvre ce truc et là je me dis qu'est-ce que c'est ça, charge mentale, et je vois que c'est ce concept, enfin cette idée selon laquelle on est à un endroit en train de faire quelque chose et notre esprit est ailleurs en train de gérer autre chose qui va se passer dans le futur. Et la charge mentale, du coup, ça s'applique particulièrement au cas des femmes et notamment des jeunes mères, puisque on reprend le boulot et on est quand même en charge de l'organisation de tout ce qui concerne la vie des enfants. Donc les rendez-vous médicaux, les interactions avec la nounou, un vrai parcours du combattant, ça aussi d'organiser la garde. Et les vêtements, parce que ça grandit tout le temps, ces petits machins-là. Donc on est tout le temps en fait préoccupé par des tâches qui ne sont pas celles qu'on est en train de faire. Du coup, je crois que j'avais fait. Ouais, voilà, j'avais fait ça. Donc la charge mentale, en fait, c'est pas. Enfin, je sais pas, vous en avez peut-être pour la plupart d'entre vous entendu parler, puisque la BD que j'ai fait à cette époque-là là-dessus, elle avait vraiment beaucoup tourné. C'est pas moi qui ai inventé le concept, c'est une féministe qui s'appelle Monique Eco et qui, en 1974, faisait des études sur la répartition des tâches ménagères dans les couples. Et en fait, à cette époque, les féministes, elles parlaient de double journée, c'est-à-dire les femmes, elles travaillent au boulot et puis le soir, elles retravaillent à la maison. Et Monique Eco, elle disait, c'est pas suffisant parce que quand elles sont au boulot, elles pensent en fait à ce qui doit être fait à la maison. Et quand elles sont de retour à la maison, elles pensent aussi à ce qui devra être fait au boulot. Donc en fait, elles voulaient un terme qui permette d'illustrer à quel point les femmes, et particulièrement les mères, elles sont tout le temps en train de jongler avec l'espace-temps. Elles se projettent dans plusieurs espaces-temps en même temps et elles essayent de rendre tout ça élastique pour faire rentrer en gros un carré dans un rond, quoi, parce que ça rentre pas. On finit toujours par péter un boulon au bout d'un moment. Monique Eco, elle interviewait des femmes qui travaillaient en 2-8 à l'usine. Elle faisait soit le matin, c'était 6h, 14h, soit le soir, c'était 14h, 22h. Donc elle interviewait des couples. Elle demandait aux hommes et aux femmes quelle demi-journée ils préféraient. Et les femmes, principalement, elles répondaient en termes de famille. Je préfère faire le matin parce que le soir, j'ai le temps de passer du temps avec mes enfants. Je préfère faire le soir parce que le matin, j'ai le temps de faire mes tâches ménagères avant de partir au boulot. Et c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte que, en fait, les femmes, elles essayaient de toujours jouer sur les horaires et sur les distances pour arriver à faire entrer tout ça dans l'emploi du temps. Et c'est des questions que les hommes qu'elle interrogeait tendaient à ne pas se poser. Voilà pour la charge mentale.
Quand j'ai fait cette bande dessinée, du coup, je l'ai postée sur mon blog. Je suis allée me coucher et le lendemain, la BD avait été partagée 20 000 fois. J'avais tous mes réseaux qui clignotaient, j'avais des tonnes de mails, j'avais des tonnes de messages, j'avais des journalistes qui m'écrivaient. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en fait, pour moi, c'était un concept qui était à peu près aussi intéressant que les autres que j'avais traités. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qu'on avait besoin d'entendre, le mot qu'on avait besoin d'entendre parce que c'était vraiment beaucoup cette question de répartition, pas des tâches, mais des préoccupations liées aux tâches. C'était une question de conflit beaucoup dans les couples hétéros et qui n'arrivait pas à se régler parce qu'en fait, on avait du mal à expliquer ce qui se passait. J'en ai marre, t'en as marre de quoi? Mais j'en ai marre de tout gérer. Mais voilà, j'en ai marre. On avait du mal à expliquer et du coup, nos conjoints, ils ont tendance à dire « mais je t'aide ». Donc du coup, voilà, c'est vrai, ils aident beaucoup plus que... Enfin, moi, si je vois par rapport à mon père, par exemple, c'est sûr que c'est pas pareil. Donc, tant qu'on n'avait pas fait sortir ce truc de le côté psychologique de la gestion des tâches, on avait du mal à s'entendre. Je vous ai pas dit qu'entre-temps, en même temps, je suis devenue féministe, je suis devenue anticapitaliste, parce que du coup, au boulot, j'ai réalisé donc qu'il m'arrivait des choses parce que j'étais une femme, mais j'ai aussi réalisé qu'il m'arrivait des choses parce que j'avais globalement aucun contrôle sur mon travail, sur les endroits où je pouvais travailler et sur la façon dont globalement tous les modes de production sont organisés dans la société, c'est-à-dire que c'est concentré entre les mains de quelques personnes en fait, qui possèdent les entreprises. Et nous, on est globalement dans un processus de soumission, donc le passage de l'entretien et pourquoi on vous prendrait vous et pas quelqu'un d'autre, etc. Et moi, ça avait fait tilt pour deux raisons. La première, c'est que je m'étais dit, effectivement, j'ai pas de mot à dire dans ce fonctionnement. Enfin, il y a une société qui tourne autour du salariat et c'est Lordon qui dit ça, mais moi je suis obligée d'aller bosser avec le pistolet de la survie sur la tempe. Voilà, c'est pas moi qui décide que ce système est fait comme ça. Et la deuxième chose qui m'a fait réfléchir, c'est que je me suis rendu compte quand j'ai arrêté de faire mon boulot pour lire des trucs féministes à la place, que ça changeait rien au cours du monde en fait. Mon travail servait à rien. Et ça m'a mis un coup. C'est là que j'ai découvert le concept un peu des bullshit jobs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais. Donc voilà, c'est l'idée qu'il y a tout un tas de métiers dans la société qui ne servent à rien, qui ne sont justifiés en gros que par l'existence de ce système en gros où voilà, il y a des entreprises qui doivent faire du profit et qui embauchent des gens. Et pour maintenir ce profit, il y a tout un tas de boulots qui tournent autour, notamment autour de la concurrence, etc. Donc il y a tout. En fait, c'est des métiers qui ne servent qu'à faire fonctionner un système, mais qui concrètement n'ont pas d'incidence sur la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire que si on supprime un trader, matériellement, il ne se passera rien derrière sur Terre. En fait, le soleil va se lever, les gens auront à manger, etc. C'est un système invisible d'ailleurs qui décide qui a droit à quoi et comment sont réparties les choses. Il y a un tas de métiers qui servent à faire fonctionner ça, mais qui ne créent rien d'utile pour l'humanité. Je faisais partie de ces métiers-là, en fait, parce que je travaillais sur des systèmes de facturation et... en gros, mon travail, c'était de gérer les tarifs des forfaits et des hors-forfaits pour être plus concurrentiel que l'autre opérateur. Si, en gros, la téléphonie, c'était un service public, mon travail disparaîtrait. Alors, moi, je suis très technophile, donc l'informatique, je pense que c'est quelque chose de très utile. Comme ça, je peux vous présenter, par exemple, des dessins. Mais assez souvent, c'est quand même utilisé pour des bullshit jobs. C'est triste. Donc voilà, et donc du coup, ce qui est marrant, c'est que les bullshit jobs, plus un travail inutile, mieux il est payé. Donc en gros, si on part chez les traders, les banquiers, les directeurs financiers, ce genre de trucs, c'est très bien payé. Si on va sur les boulots essentiels tels que, je sais pas, chercheur, artiste, aide-soignant, conducteur de bus, éboueur, voilà, j'en sais rien. Enfin, vous pensez sûrement à plein d'autres trucs. Et c'est les boulots les plus mal payés. Donc le monde tourne à l'envers et il faudrait peut-être le remettre à l'endroit, quoi.
Pourquoi je disais ça? Parce que du coup, comme j'étais, donc en même temps que j'étais féministe, je suis devenue anticapitaliste. J'ai eu donc sur ma page Facebook tout un tas de personnes qui sont arrivées et qui étaient visiblement très intéressées par ce que j'avais à dire. Et en fait, en l'espace d'une semaine, ma communauté elle est passée de 40 000 à 200 000 personnes. Et je me suis dit, 200 000 pour faire la révolution, c'est suffisant. Donc, on y va. Et du coup, je me suis dit, je sais pas, je fais une BD sur la révolution et on l'a fait et c'est fini, quoi. On peut supprimer tous les bullshit jobs et travailler tous vachement moins et passer, tous les gens qui travaillent sur les bullshit jobs, ils peuvent se mettre à, je sais pas, s'occuper des enfants pour que les jeunes mamans puissent se reposer, faire plus de profs dans les écoles, plus de recherche, j'en sais rien, quoi, des trucs chouettes. Et ça s'est pas passé comme ça du tout. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai très vite déchanté, et, pour plusieurs raisons, notamment parce que en fait, les personnes qui sont venues sur ma page Facebook, elles savaient pas ce que j'avais fait avant. Avant, j'avais fait tout un tas de BD sur, par exemple, les violences policières, sur le travail, sur la démocratie. J'avais pas traité que les questions féministes, mais les personnes qui sont venues sur ma page, elles sont venues en pensant que j'étais une maman qui donnait des conseils et des trucs et astuces de maman à ses copines, quoi. Et du coup, c'est compliqué parce que la BD suivante que j'ai faite parlait de démocratie et du fait que donc moi je suis anticapitaliste et révolutionnaire, donc je crois pas aux élections pour changer le monde. Et ben du coup, j'avais fait une BD qui expliquait ça, et il y a plein de femmes qui m'ont écrit pour me dire vraiment, on préfère quand tu parles pas de politique. Donc ça m'a fait de la peine, puis ça m'a vachement déçue par rapport à mes plans de révolution. Ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, ces femmes qui subissent des oppressions au quotidien et qui sont là pour cette raison, elles n'ont pas réalisé que leur problème, il était politique. Elles pensent que c'est un problème individuel, probablement qui vient d'elles, et elles cherchent des solutions individuelles, personnelles à ce souci. Elles considèrent que les droits des femmes, du coup, c'est pas de la politique. Et moi, souvent, d'ailleurs, on me dit « T'es féministe, mais tu fais aussi de la politique ». Je dis « Bah, c'est la même chose ». Et en plus, elle considérait qu'on ne doit pas se mêler de politique, particulièrement, je pense, en tant que femme. Donc, j'étais doublement déçue parce que je me suis dit que comme ma communauté était à 99% féminine, j'avais peu de chances de mener mes plans à bien, quoi. Voilà, ça c'est la première raison pour laquelle j'ai été déçue. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que le concept de charge mentale qui était très populaire et qui me donnait de grands espoirs a été complètement dévoyé par tout un tas de secteurs. Le premier truc, c'est les médias, en fait, aujourd'hui, les médias, faut dire, ils vont mal, hein. Donc, dès qu'il y a un truc qui fait du clic, ils s'en servent. Et donc, ils vont écrire un article très rapidement avec charge mentale dans le titre, juste pour faire cliquer et passer de la pub. Alors, je pense que il y a une dépolitisation importante des médias, et il y a aussi, enfin pas une dépolitisation, c'est une politisation de droite, on va dire, donc qui sert à maintenir le système en place. Mais il y a aussi des mécanismes un peu financiers qui font que on va au plus rentable. Et du coup, qu'est-ce qui est plus rentable en termes de charge mentale? C'est certainement pas de faire des articles à la direction des conjoints pour qu'ils prennent leur part de charge mentale. Ce qui est rentable, c'est de faire des articles à la direction des femmes en leur disant qu'on a la solution qui, en 5 minutes, va leur permettre de se débarrasser de la charge mentale. Et c'est ça qui a été fait. Assez rapidement dans des trucs genre des magazines de psychologie, mais tous les médias en fait ont commencé à faire des listes de trucs et astuces, débarrasser de votre charge mentale en 5 astuces. Le suivant il dit en 3 astuces, et donc voilà, il se faisait concurrence comme ça, et aucun de ces articles n'a été dirigé vers les hommes. Ils étaient tous dirigés vers les femmes, et même pas. Quelques-uns expliquaient quand même comment mieux répartir les choses dans le couple, mais la plupart c'était quand même comment mieux s'organiser toute seule. Le souvenir le plus cuisant que j'ai, c'est un article de France Inter qui disait, je sais plus, c'était des conseils pour se débarrasser de la charge mentale. Il y en avait 6 ou 7, donc c'était envers les femmes. Et
Bon, on s'en fout, j'en mettrai après. C'était destiné aux femmes et il y avait faire des to-do list, se lever 1 heure plus tôt le matin, faire de la méditation, déléguer. J'étais là, quand même, aux enfants. Et il y en avait un, c'était surtout ne pas trop s'en faire. Si on se sent débordé, chantonner en passant l'aspirateur. Voilà. Et en plus, ils avaient pris mes dessins pour illustrer. Donc, je leur ai écrit. En plus, ils étaient hyper vénères, donc je leur ai écrit de façon pas du tout diplomate en me disant mais déjà retirez tout de suite mes dessins de votre truc, mais je suis dégoûtée. Franchement, si vous saviez le temps que j'ai passé à préparer ce truc et voilà ce que vous en faites et tout. Enfin bon, voilà, j'étais triste quoi. Et le rédac chef m'a appelé en disant désolé, on a des petits problèmes de patriarcat encore chez France Inter. On va mettre un mot et du coup derrière il a rajouté un paragraphe en disant que voilà moi j'étais bon ils auraient mieux fait de retirer l'article mais visiblement ça faisait des clics donc en disant que moi j'étais pas en phase avec ce qu'il disait et voilà donc ça c'est pour les médias. Tac. Il y a eu quelques tentatives de récupération politique. Voilà, faut qu'ils me reconnaissent pour s'ouvrir. Il y a eu quelques tentatives de récupération politique, je vais pas m'attarder dessus parce qu'en fait je parle trop et qu'il est déjà hyper tard. Et après je voulais vous parler du climat, du coup c'est chaud. Ouais, c'est chaud le climat. Voilà, donc récupération politique et je vais vous parler un petit peu des récupérations marketing parce que ça c'était un peu la folie. Donc dès qu'un truc marche, la pub se greffe dessus forcément et on m'a contacté pour faire des campagnes de pub pour tout un tas de trucs à base de charge mentale. Vraiment franchement en tant que femme et homme d'ailleurs, en tant qu'homme je pense que, enfin pas en tant qu'homme mais les hommes sont vraiment pas flattés par ce qui s'est passé parce que tout tourne à vraiment les présenter comme des enfants. C'est-à-dire qu'on dit aux femmes qu'il faut être pédagogue avec leur mari. La pédagogie, enfin dans pédagogie, il y a péda et c'est enfant. Hein. Donc quand le gouvernement vous dit qu'il fait de la pédagogie, c'est pas flatteur. Et quand on dit aux femmes qu'il faut faire de la pédagogie envers leur mari, c'est pas flatteur non plus. Si il fait les lessives très mal, il faut le laisser faire parce que c'est important qu'il se décourage pas. Moi, quand mon fils il fait un dessin super moche, bien sûr que je lui dis qu'il est beau, il a 8 ans. Si mon mari il fait mal une lessive, je vais quand même lui dire qu'il a fait mal. Il a l'âge de comprendre qu'il veut faire autrement. Voilà. Donc non, les hommes ne sont pas des enfants. Mais bon, bref. Et c'est pas flatteur pour les femmes parce que c'est vraiment, tous ces articles et toutes ces campagnes de pub nous prennent vraiment pour des gourdes, quoi. J'ai fait un petit palmarès des organismes qui m'ont approché pour faire des campagnes de pub. Parce qu'en plus, c'est des gens qui ne prennent pas le temps de lire ce que je fais avant de m'écrire, puisqu'ils n'ont pas regardé que j'étais anticapitaliste. Alors, j'ai eu une chaîne d'hôtels de luxe qui m'a proposé de venir passer 1 semaine dans leur chaîne d'hôtels avec des massages et tout ça, et ensuite de revenir raconter à ma communauté à quel point ma charge mentale avait disparu à la suite de ce séjour. Je leur ai envoyé ça. Je leur ai dit que j'étais anticapitaliste et que je pensais pas que la charge mentale disparaîtrait en mon absence. Mais je leur ai dit que du coup, je pouvais pas faire ça auprès de ma communauté. En plus, j'étais anti-pub, tout ça, mais que par contre, je voulais quand même bien venir. Et ils m'ont dit non. Après, j'ai eu la marque de régime. Alors, je vais pas la citer, mais c'est une marque de régime qui fonctionne à point. Qui m'ont contacté pour me demander d'expliquer à quel point leur régime, contrairement aux autres régimes, n'ajoutait pas à la charge mentale des femmes. Alors là, j'ai répondu, ouais, c'est le régime à points. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, je l'ai fait pendant mon adolescence. Ça, c'est horrible. On compte tout. Il n'y a pas pire en termes de charge mentale. C'est dramatique. Il faut peser et tout et regarder dans le catalogue des aliments. Alors ça pèse 500 grammes. 500 grammes, ça vaut 2 points. On fait les calculs et tout. C'est sympa le resto. Ouais, et donc du coup là, j'ai répondu à la nana. Mais bon, enfin, je pense qu'elle y pouvait pas grand-chose, hein, mais je lui ai dit que les luttes féministes n'étaient pas des marronniers et qu'il fallait pas surfer sur la souffrance des femmes pour se faire des sous et tout. Bon, elle m'a jamais répondu. Voilà.
Après, voilà, j'ai eu ça. Alors, l'entreprise de ménage qui m'a proposé, en plus, ils m'ont proposé de juste donner une interview. Ils me proposaient 3 000 € pour donner une interview, pour vous dire quand même que c'est mieux de travailler pour la pub que pour les trotskistes. Il y a plus de sous quand même. Mais du coup, voilà, ils voulaient que je dise que grâce à leurs femmes de ménage, les femmes, pas de ménage, du coup, elles avaient moins de charge mentale. Et du coup, j'ai dit, bah oui, mais moi, je suis marxiste. Du coup, c'est un peu compliqué de faire de la pub pour l'exploitation des femmes précaires, souvent racisées et tout. Et ils ont insisté lourdement et bon, finalement, ils ont lâché l'affaire. Alors, à ce moment-là, j'avais abandonné l'idée de faire la révolution tout de suite. Et je m'étais dit, au moins, on a touché le fond avec cette histoire de charge mentale, donc ça descendra pas plus bas, je vais passer à autre chose, je suis déçue, mais c'est pas grave. Et ben en fait, non, on a pu descendre encore plus bas, puisque ce qui s'est passé derrière, c'est que sur le sujet de la charge mentale, on a commencé à inviter des neuropsychologues, des psychiatres, des médecins, et on a commencé à dire que la charge mentale, c'était une maladie. Et donc moi, il y a des journalistes qui ont commencé à m'appeler pour me demander si je connaîtrais des femmes atteintes du syndrome de charge mentale qui voudraient bien répondre à des questions. Voilà, il y a un mec neuropsychiatre, je crois, qui se balade dans tous les médias pour dire que c'est un truc de cerveau de femme de ne pas savoir s'organiser et se laisser déborder par l'organisation des tâches, quoi. Voilà, et donc du coup, il y a plein de solutions qui sont mises en place pour soigner du coup son syndrome de charge mentale, et donc des cursus en 3 jours, 2 jours, 1 heure qui dit mieux, des séances de coaching hyper chères, j'ai vu un truc à 70 € de l'heure pour vous apprendre à vous débarrasser de votre charge mentale et de votre besoin de tout contrôler. Bon. Alors souvent, moi, c'est un peu le truc que les gens aiment pas trop quand je fais des BD, c'est que je donne pas de solution, et les gens ils m'écrivent, ils me disent mais tu proposes pas de solution. Je dis bah oui, parce que en fait, je l'ai appris à mes dépens, on n'abat pas le patriarcat en un an en fait, et donc du coup un problème qui vient de siècles d'oppression. On peut pas le détricoter avec une BD, on peut pas le détricoter avec une séance de coaching à 70 €, malheureusement. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire à son niveau individuel. Prendre conscience des choses, avoir des discussions, c'est hyper important, mais il faut absolument que ça s'accompagne de lutte, en fait, de lutte de terrain. Et souvent les gens disent mais ça avance pas vite et c'est déprimant. C'est vrai, des fois les militants on déprime, on dit bon bah c'est vrai que on en est encore au même endroit qu'il y a 5 ans, alors que par exemple MeToo, on se dit ça y est, et en fait à chaque fois non, c'est les retours en arrière, etc. Parce que en fait les luttes prennent du temps, préparer les luttes prend du temps. Par contre, au moment où il y a des luttes, des choses qui se précipitent, c'est des gros accélérateurs. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des moments, par exemple là en ce moment sur les retraites, il y a des moments où ça bouge. Et là, c'est ces moments où il faut se rencontrer en vrai. Les réseaux sociaux, c'est bien pour échanger des idées, pour faire passer des trucs, pour débattre, c'est vraiment pas terrible. Et donc du coup, c'est bien de se rencontrer en vrai, avec des luttes communes qui nous motivent. Et là, en fait, ça va très très vite. Les gens, ils se politisent à vitesse grand V. On peut convaincre tout un tas de monde, on crée des liens de camaraderie, des gens avec qui on garde des contacts et qu'on revoit plus tard. Donc c'est ça qui est important, en fait, c'est aussi de mêler la discussion, la diffusion d'idées, le fait de lire des livres, de faire des BD par exemple, mais aussi d'être dans des collectifs, sur des luttes de terrain pour avancer, rencontrer les gens en vrai, quoi. Ça fait presque 1 heure que je parle. Je vous fais un tout petit truc sur le climat, du coup, puis si vous voulez en reparler après, ouais. On en rediscute. Ouais. Et donc, du coup, voilà, moi, j'en étais là. Donc, cette idée ce sentiment qu'il y avait une nécessité de se rencontrer sur le terrain et de mener des luttes, elle m'est venue donc en début d'année dernière, au moment où j'ai bossé sur le climat, parce que jusqu'ici, ce que je m'étais dit, c'est que, ok, on n'abattra pas le patriarcat en 2 ans. Ça prendra du temps, probablement plusieurs générations, peut-être plusieurs siècles, mais ça prendra le temps qu'il faudra, quoi. Sur le climat, c'est un peu différent. Ça peut pas prendre le temps qu'il faudra. Donc, du coup, à la base, c'était pour mon tome 4. Mon tome 4, c'est-à-dire la 4e bande dessinée que je devais sortir. Et je voulais faire un petit truc sur le climat dedans. Comme sur tous mes sujets, c'était un truc qui me titillait, c'est-à-dire un sujet qui me paraissait
j'avais l'impression que le discours officiel qu'on nous tenait n'était pas exactement conforme à la réalité et qu'il y avait derrière encore des rapports de force qui s'exprimaient, quoi, qui étaient à l'œuvre. Et je suis partie par la question des petits gestes, c'est-à-dire que je voyais un peu partout triter les emballages, si chacun fait un effort de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, on va sauver le climat. Et moi, je me disais... c'est bizarre puisque même Total et Danone disent qu'il faut faire des petits gestes, c'est probablement qu'il y a quand même baleine sous gravillon. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, j'ai demandé à des copains, des bouquins et tout que j'ai commencé à lire. Et surtout j'ai lu le rapport du GIEC, je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc le rapport du GIEC, en fait, c'est le GIEC déjà, c'est un groupe d'experts du climat qui se réunit tous les 7 ans, qui potasse toutes les recherches scientifiques qui ont été faites ces dernières années sur le climat et qui fournissent un rapport qui est très bien fait, qui est très accessible, qui est pas trop long à lire. On sait en anglais par contre, et vraiment, si on n'a pas trop le temps, il y a un résumé à l'attention des décideurs. Qui tient en 1 page ou 2 au début du rapport. Donc, c'est lisible, quoi. Moi, je ne suis pas climatologue ni rien et j'ai compris ce qui était écrit dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dedans? En gros, c'est que la température à la surface de la Terre, elle se réchauffe vite. Depuis les années, on va dire depuis l'ère pré-industrielle, les années 1850, quoi, on a pris 1,1 degré. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu ça au début, je me disais, franchement, 1,1 degré, c'est rien, puisque même entre l'hiver et l'été, on prend facile 20 degrés, et franchement, notre vie ne change pas, quoi. Sauf qu'en fait, c'est une température moyenne, ça veut dire que déjà, la température, elle est plus chaude sur les continents que sur les océans, puisque les océans, ils absorbent énormément de la chaleur. Donc en France, par exemple, on a pris plutôt 1,5 degré que 1,1. Et puis c'est une moyenne dans la durée, c'est-à-dire que on va prendre peut-être 1 degré pendant l'hiver. Il y a des endroits où ça va être moins, mais pendant les canicules, ça va être 2 à 3 fois plus. Et moi, c'est vrai que je me souviens quand j'étais petite, des canicules, c'était plus de 30 degrés. On commence à être pas bien. Et quand on nous disait, moi, mes potes écolos, enfin les potes écolos de mes parents plutôt, ils disaient un jour, on va avoir du 40 degrés, on éclatait de rire, quoi. Là, on est à 45 pendant les canicules. Et donc, du coup, quand on nous dit à un moment, on va avoir du 50-55, il ne faut pas rigoler, c'est ce qui va arriver, quoi. Et donc du coup, on n'a pas juste plus chaud avec le réchauffement. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est donc il y a des écosystèmes qui fonctionnent, qui font fonctionner la planète et qui sont interconnectés. Les océans sont connectés avec les forêts, ils sont connectés avec l'atmosphère, etc. Donc quand on change un truc d'à côté, ça se répercute de l'autre et ça fait des réactions en chaîne, en fait. Du coup, les conséquences du réchauffement, il y en a déjà aujourd'hui. Il y a des pays où c'est tout à fait palpable et où les gens sont déjà obligés de migrer, en fait. Au Bangladesh, par exemple, il y a des inondations qui sont tellement importantes que les hommes partent travailler ailleurs et du coup, les femmes restent sur place, mais elles vivent dans l'eau, ils se déplacent en barque. Il y a en France, par exemple, le littoral atlantique qui se redessine. Au Portugal, il y a des incendies. Alors, les incendies ne sont pas dus au réchauffement climatique. Par contre, leur propagation, elle est d'autant plus importante qu'il y a des sécheresses et que du coup, les arbres sont desséchés. Ce qui fait qu'il y a des familles, entre le moment où ils voient qu'il y a un incendie quelque part et le moment où c'est au pied de leur maison, il y a 10 minutes qui s'écoulent. Et donc, ils n'ont pas le temps de fuir et ils se retrouvent piégés. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses qui arrivent déjà. Et ce qui arrive et qui inquiète particulièrement les experts du climat, c'est le recul des glaciers. Parce que en fait, ces glaciers en reculant, déjà les glaciers réverbèrent beaucoup de la chaleur et en fondant, du coup, ils le font moins. Et surtout, quand ils fondent, l'eau rejoint les océans. Donc, si un iceberg est déjà dans l'eau et qui fond, ça change rien. Par contre, si le glacier il est sur une montagne et qui fond et qui rejoint l'eau, là, ça fait monter le niveau des mers. Le niveau des mers, il a monté de 17 cm depuis le siècle dernier, sachant que sur ces 17 cm, il y a 8 cm qui ont été pris depuis 1990, donc ça s'accélère. Les gros sujets d'inquiétude aujourd'hui, c'est l'Antarctique et le Groenland. Ce qui se passe, en fait, c'est que dans ces glaciers, il y a des cuvettes d'eau, donc qui est pour l'instant stockée par les glaciers, mais avec le réchauffement, le fond des cuvettes fond.
et du coup, à un moment, ça se troue, quoi, et ça se vide. Et donc, du coup, il y a les gens qui sont sur place pour observer ça, ils voient que des fois, les cuvettes se trouent et qu'il y a des immenses piscines d'eau de plusieurs kilomètres de diamètre qui se vident en l'espace de quelques heures et qui vont rejoindre le niveau des océans. Il y a aussi des gros bouts de glaciers. En fait, avec l'eau qui coule, ça sape la base des glaciers et il y a des gros morceaux qui se décrochent et qui rejoignent les océans. Si on regarde l'Antarctique et le Groenland, il y a de quoi faire monter le niveau des mers de 60 à 70 mètres. Et donc, le risque de dislocation complète de ces glaciers est réel et la fourchette de risque, elle est estimée entre 1 degré et 4 degrés de réchauffement. Ça veut dire qu'on est déjà dans la fourchette, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est les prévisions du GIEC en termes de montée du niveau des mers. Et ce qu'ils expliquent, je ne sais pas si je peux... Le tout petit truc en haut à gauche, là où vous voyez les machins, les petits serpents, ce qu'ils expliquent, le serpent en noir, c'est le niveau des mers moyen, aujourd'hui et dans le futur. Ce qu'ils expliquent, c'est que dans tous les cas, quelle que soit notre action en ce qui concerne le climat, le niveau des mers moyens va monter. Et les événements, les crues qui sont aujourd'hui exceptionnelles et qui arrivent une fois par siècle, les crues centennales, là, elles vont passer de une fois par siècle à une fois par an. Donc moi, par exemple, dans ma ville, il y a un petit trait quand j'emmène mon fils à la musique qui arrive à peu près au-dessus de sa tête où il dit la dernière crue, l'eau, elle montait jusqu'ici. Et j'habite au rez-de-chaussée, donc je ne suis pas hyper rassurée, quoi. Voilà. Et donc, dans tous les cas, il y a beaucoup d'endroits sur Terre où ces événements vont devenir annuels. Alors, les deux trucs que vous voyez au milieu, c'est les scénarios du GIEC. Le GIEC propose plusieurs scénarios. C'est-à-dire, en fait, les climatologues ne peuvent pas prédire l'avenir. Donc ça, c'est important en termes de climat. Si quelqu'un vous dit qu'il peut prédire l'avenir et que c'est ça qui va se passer, il ment. On ne peut pas savoir ce qui va se passer puisqu'il y a beaucoup de choses possibles et notamment notre intervention en tant qu'humain pour limiter les dégâts, quoi. Alors, le scénario 2.6 qui est en bas, c'est le scénario selon lequel on réagit tout de suite et qu'on limite nos émissions. Il faut poursuivre ce scénario, les réduire. Alors, c'est les émissions nettes, c'est-à-dire les émissions, le CO2 émis moins le CO2 recapturé par les arbres, etc. Il faut que les émissions nettes baissent de 50% d'ici 2030, donc c'est dans 10 ans, et de 100% d'ici 2050. Et après, il faut qu'elles deviennent négatives, c'est-à-dire qu'on absorbe plus qu'on émette. Ça, c'est pour coller au scénario 2.6. Et l'autre scénario, le 8.5, c'est le scénario selon lequel on ne fait rien. Selon le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire le 2.6, on agit tout de suite, on reste en dessous des 1, on a une chance, on va dire. Il disait, je crois, 2 chances sur 3 de rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement. Avec le 8.5, on monte à 4-5 degrés de réchauffement. Je crois que là, voilà, c'est ça. Bon, je ne sais pas si on voit trop. Le bleu, c'est le premier scénario et le rouge, c'est le scénario où on ne fait rien. Et entre, c'est des scénarios intermédiaires, en fait. Voilà. Bon, je pense qu'on peut résumer cette situation par oups ou ça craint. Et donc, du coup, ce que dit... si on écoute un petit peu les experts du GIEC, ils ne sont pas très optimistes. Hein. J'ai regardé pas mal d'émissions où ils interviennent. Ils disent... on n'arrivera pas à rester dans le... Enfin, leur avis personnel, en fait, c'est qu'on n'arrivera pas à rester dans le scénario inférieur au 1,5 degré. Et donc, moi, si je suis là, et c'est pour proposer donc un autre regard sur cette situation, parce que les climatologues, quand ils proposent leur scénario, ils partent de 2 postulats, et ces 2 postulats limitent beaucoup le champ des possibles. Le premier postulat, c'est que toutes les mesures qui sont prises pour limiter le réchauffement doivent s'exercer dans le cadre économique. C'est-à-dire, pour le dire autrement, elles doivent être rentables pour que les industriels acceptent de les mettre en œuvre. Et le deuxième postulat, c'est que il faut... en fait, c'est à base de les gens. C'est-à-dire que le réchauffement est lié à l'activité humaine, à l'activité des gens. C'est les gens qui se sont mis dans cette situation un peu en étant trop gourmands, en voulant trop consommer, en voulant leur petit confort. Et les gens n'accepteront jamais de renoncer à leur confort. C'est un peu le discours qu'on retrouve partout, quoi. C'est de la faute des gens.
Du coup, quand on regarde ces scénarios, on est très pessimiste et c'est triste parce qu'il y a d'autres scénarios possibles, mais du coup, pour lesquels on doit se débarrasser, en gros, libérer notre esprit de ces postulats et libérer notre esprit des limites que nous impose la question économique et de la rentabilité, quoi. Et le problème, c'est que quand on continue de s'appuyer sur ces postulats, on reste un peu dans une question qui n'est pas la bonne pour moi, qui est comment faire. Comment faire techniquement, comment faire éventuellement politiquement pour pour limiter le réchauffement. Alors que pour bien traiter la question comment, il faut avant tout traiter la question du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi on en est arrivé à ces 1,1 degré de réchauffement. Et cette question, elle est abordée vraiment nulle part, à part dans quelques écrits qui sont partagés dans le milieu universitaire, et c'est tout, quoi. C'est pour ça que je voulais vous parler de James, mais je ne sais pas, est-ce que j'ai le temps? Donc ce monsieur, c'est James Watt. James Watt, c'est l'inventeur de la machine à vapeur. Il l'a inventé, donc il a vécu alors je mélange toujours avec les siècles, fin 18e, fin 17e, début 18e siècle. C'était à l'époque où l'industrie du coton prenait son essor, et il a inventé la machine à vapeur qui permettait donc de filer le coton pour fabriquer du tissu. Et en fait, il allait proposer sa machine aux industriels du coton, aux manufacturiers, en leur disant voilà, super, ça marche super vite, c'est une machine plus rapide, parce que jusqu'ici, j'utilisais la roue à eau et l'énergie hydraulique. Et ça marchait pas du tout, en fait, son affaire, parce que les industriels disaient mais moi, mes usines, elles marchent à l'eau c'est gratuit, ton truc, il marche au charbon, le charbon, c'est payant, il faut aller le chercher, donc je veux pas de ta machine, quoi. Et ils continuaient avec leur roue à eau. Sauf qu'en fait, les roues à eau, il faut les installer au bord de l'eau. Et que du coup, au bord de l'eau, il n'y a pas forcément des gens qui vivent. Donc les industriels, ils étaient obligés de créer des villages à partir de rien au bord de l'eau, de faire venir du monde. Donc pour ça, ils faisaient des campagnes de pub pour motiver, c'était beaucoup des femmes, hein, donc pour motiver les ouvrières à venir à la campagne. Ils devaient faire une église, une école, un petit magasin, et puis un manoir pour le directeur, etc. C'était coûteux. C'était coûteux, et surtout, du coup, les ouvrières qui venaient là, elles pouvaient défendre leurs droits assez facilement, puisque s'il y a quelque chose qui leur convenait pas, elles se mettaient en grève, et il y avait personne autour, en fait. Donc, du coup, ils étaient bloqués, ils étaient obligés d'accéder à leurs demandes. De cette façon, elles ont réussi à réduire la journée de travail de 12 à 10 heures et à interdire que les enfants soient employés dans les usines. Ça coûtait cher aux manufacturiers parce qu'en fait, quand ça leur convenait pas, elles désertaient, et ils étaient obligés de recommencer toute leur campagne de recrutement. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que la machine à charbon, même si c'était plus cher, ça pouvait se trimballer partout. Ils pouvaient les mettre au milieu des villes où il y avait une démographie précaire, qui était menacée par le chômage et qui acceptait beaucoup plus des conditions de travail très difficiles. Ils ont commencé du coup à s'intéresser à la machine à vapeur, et petit à petit, ils ont abandonné la roue à eau. Voilà, donc si je vous parle de ça, c'est parce qu'on estime que la machine à charbon, c'est le choix industriel qui a marqué notre entrée dans une ère plus chaude. Ça ne veut pas dire que c'est la technologie qui cause le réchauffement, ça veut dire que c'est l'utilisation que les industriels font de la technologie qui a créé le réchauffement. Donc voilà, mon objectif, c'est pas de tirer à boulet rouge sur la machine à charbon ou sur les progrès techniques, mais plutôt de montrer comment le raisonnement qui dirige ces choix, c'est pas remplir des besoins, c'est faire du profit. Alors bien sûr, on a besoin des besoins pour faire ce profit, qui d'ailleurs des fois on en crée artificiellement, parce que si les gens n'achètent pas, on ne fait pas de profit. Mais globalement, voilà, par exemple, on va pas, si on regarde côté hôpitaux et écoles, c'est pas vraiment très très rentable, et donc c'est pas là-dedans qu'on va investir, quoi. Donc voilà, tous les choix qui ont été faits par les industriels depuis toujours, hein, mais particulièrement dans cette époque, c'était ce qui permettait de maximiser leurs profits. Il y a une autre... après, tout s'est fait dans cette lignée-là, mais par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des tramways américains. Ça, c'est pas mal lié à l'écologie aussi. Aux États-Unis, donc il y avait énormément, un très gros réseau de transport en commun. En plus, c'est grand, donc voilà, il y avait beaucoup de tramways partout. Et
Il y a General Motors qui s'allie avec Firestone, c'est les pneus, et je crois que c'est, je sais plus, un pétrolier, je sais plus lequel, qui ont négocié avec les sénateurs pour obtenir la gestion du réseau de transport en commun en disant on va faire ça très bien et tout ça. Une fois qu'ils ont acquis la gestion du réseau de transport en commun, ils ont tout arraché, les rails, les trams, ils ont tout mis au rebut. Donc il y a des photos de l'époque où on voit les trams empilés comme ça dans des déchetteries, quoi, avec les rails qui sont brisés et tout ça. Et ils ont instauré la voiture dans tout l'Ouest américain. Donc aujourd'hui, il y a presque plus de villes en Amérique qui ont des transports en commun, en tout cas plus de rails. C'est ce qui est en train de se passer avec le rail aussi en France, c'est remplacé par les bus. Donc voilà, et donc du coup il y a eu plusieurs conséquences. La première qui n'est pas liée au climat, c'est qu'il y a des tas d'enfants qui sont morts parce que jusqu'ici ils se baladaient librement dans les rues et d'un coup il y a des voitures qui se sont mises à débouler. Donc il y a eu beaucoup de morts, il y a des marches blanches organisées par les familles en mémoire des victimes de l'extension de la voiture, quoi. Et donc, du coup, il y a une action citoyenne pour condamner ces industriels qui avaient, du coup, décapité le réseau de transport en commun. Et ils ont été condamnés. Donc, General Motors a été condamné à $5 000 d'amende et le directeur financier à $1. Donc ça montre bien que en fait, les gens ont eu très peu de pouvoir dans toute cette histoire et que même la justice, elle n'est pas neutre par rapport à ça. Elle a peu de prise sur les décisions que prennent les industriels. Quand on a l'argent, en fait, on a un petit peu tout le pouvoir. Voilà. J'essaye de finir dans 10 minutes. Après... De toute façon, c'est pas compliqué, hein. En termes de profit, pour faire du profit, il faut vendre en continu. C'est-à-dire que si on vend des objets qui durent toute la vie à des gens, on fait pas de profit. Donc il faut vendre des objets qui tombent en panne, qu'il faut renouveler. Il faut créer des besoins. Donc c'est pour ça que y a de la pub, c'est pour ça qu'il y a de la mode et c'est pour ça qu'il y a de l'obsolescence programmée. Par exemple, c'est marrant, enfin c'est pas marrant, mais c'est intéressant de savoir que les premiers vêtements qui ont été fabriqués, ils s'abîmaient pas. Et que du coup on les trempait dans des bains d'acide pour qu'ils s'abîment plus vite. Les premiers néons qui ont été fabriqués, ils n'ont été commercialisés qu'à partir du moment où on a trouvé le moyen qui tombe en panne au bout de 1000 jours maximum. Les collants fins, ça file pas en vrai. Ça file parce qu'on les fait pour qu'ils filent. Voilà. Donc en gros, c'est... L'écologie, on peut vous dire un peu tout ce qu'on veut, mais c'est incompatible avec la notion de faire du profit. Voilà. Alors, des industriels, au début, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Dans les années 1850, la question écologique, même si certaines personnes s'en souciaient, elle n'était pas très présente. Mais depuis les années 70, il y a quand même des écolos qui jouent un peu l'épine dans le pied des industriels. Et donc, assez longtemps, les industriels ont financé le mouvement climato-négationniste pour faire croire que tout va bien. Donc en gros, c'est voilà, ils ont payé une poignée de scientifiques qui étaient vraiment très très minoritaires par rapport à la taille de la communauté scientifique, mais qu'elle est dans tous les médias pour dire que le réchauffement, on n'était pas sûr que c'était vrai, qu'il y a des variations naturelles de la température et que même le réchauffement actuel, on n'est pas sûr que c'est lié à l'activité humaine. Moi, je pensais vraiment que ce discours, c'était dans le passé maintenant et que la préoccupation était partagée par tout le monde. Mais en faisant mes recherches, j'ai tapé réchauffement climatique dans YouTube. Et en fait, la moitié des vidéos qui remontent, c'est on vous dit pas tout, le réchauffement est un leurre, etc. Donc je pense qu'il y a toujours une vigilance à avoir et il faut continuer malheureusement de déconstruire ce discours. Bon, les climatologues n'ont aucun doute sur le fait que si on regarde les courbes, effectivement, ça fait ça, la température au fil des airs. Mais nous, en ce moment, ça fait ça, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup trop court pour que ça soit une fluctuation normale de l'atmosphère terrestre. Mais bon, voilà, le mouvement climato-négationniste commence quand même à perdre un petit peu du terrain et derrière, il y a une vraie inquiétude, il y a des mouvements écolos qui grossissent et du coup, les industriels commencent à essayer de trouver d'autres méthodes de conserver leur statut.
Donc j'en cite 3, je vais aller vite du coup, mais on pourra en reparler après. Il y a l'idée du capitalisme vert, donc c'est l'idée de l'économie circulaire, c'est-à-dire tout ce qu'on consomme est recyclé, réinvesti dans le cycle de la production, et que du coup, en fait, on peut consommer tout ce qu'on veut, tout va bien. Bon, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais dans les emballages qu'on jette, il y a 6% qui est recyclé. Moi, pendant assez longtemps, là où j'habitais, on s'embêtait à trier. Et en fait, après, ils mettaient tout dans la même poubelle. Il y a eu pas mal de scandales comme ça. Et puis, de toute façon, aucune matière ne se recycle à l'infini. Et recycler, c'est transporter, c'est fondre, c'est laver, etc. Donc, c'est consommation d'eau, d'énergie. Après, il y a l'idée... la science. Alors, la science va nous sauver, donc la science peut nous aider, mais elle ne peut pas nous sauver. Donc il y a tout un tas d'autres trucs qu'on appelle les technologies à émissions négatives. C'est les technologies qui permettent de recapturer le CO2. Il y a plusieurs trucs, notamment il y a des scientifiques qui essayent de trouver un moyen de capturer le CO2 à la sortie des centrales. Comment dire ? Bon, je suis pas scientifique, mais le capturer dans des petites plaquettes qu'on va mettre dans des containers qu'on va enfouir sous les océans, en fait. Sachant que pour faire ça, pour capturer assez de CO2 pour rester dans notre scénario 2,6, là, enfin 2,6, il faudrait mobiliser l'équivalent de la flotte mondiale pour trimballer tout le CO2 et l'enfouir dans les océans. Il y a une autre idée qui est d'aller l'enfouir en Islande, mais bon, là c'est pareil, j'imagine que, parce qu'apparemment les terres permettent de le faire, mais bon, du coup c'est pareil, il faut le faire en avion ou je sais pas. Il y a une autre solution qui est de fabriquer des arbres artificiels pour remplacer ceux qu'on coupe. Pareil, hein, je veux dire, j'imagine c'est du plastique, la fabrication, enfin on ne peut pas en fabriquer suffisamment pour recapturer assez de CO2. Une autre idée qui était de déverser de la chaux dans les océans. Donc ça serait à 10 km3 de chaux par an pour, en gros, c'est que cette chaux au contact du CO2 se calcifie, se transforme en calcaire et neutralise le CO2 qui est au fond des océans. Globalement, les climatologues disent pour les écosystèmes et tout, les océanologues, je veux dire, c'est pas ouf quoi de verser de la chaux au fond des océans. Bon. C'est important de réfléchir aux solutions scientifiques, mais en fait, aucune solution scientifique ne nous permettra de soutenir notre rythme de production actuel. Donc il faut réfléchir au mode de production en parallèle et mettre en place les solutions techniques qui permettront de faire de l'énergie propre, mais dans une mesure raisonnable. Le troisième truc, c'est toujours très très difficile de s'en dépêtrer, et c'est ce qui avait déclenché mon travail sur le sujet, c'est cette question des petits gestes. C'est compliqué parce que pour moi l'idée c'est pas de dire non, faites rien, triez pas vos emballages, ça sert à rien, et jetez vos papiers par terre, on s'en fout quoi. C'est de dire que quand on fait ça, c'est bien de le faire parce que c'est compliqué de voir le truc se réchauffer, les emballages s'empiler et de se vautrer dans la consommation et dans de jeter des emballages à la pelle et de faire ça. Enfin, on n'est pas des robots quoi. Moi, à chaque fois que j'utilise des emballages, je suis bien consciente quand même qu'ils vont aller quelque part et tout ça. Donc je pense que cette conscience c'est hyper important de l'avoir. C'est bien, il faut le faire. Par contre, on milite pas quand on fait ça et on n'a aucune prise sur les modes de production. Trier ses emballages, surveiller sa consommation influera de façon très minime sur les modes de production. Voilà, on n'a pas de pouvoir décisionnel là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, alors, les pauvres et les riches ne polluent pas autant. Hein. En France, par exemple, il y a 50% de la pollution qui est émise par les 10% les plus riches de la population. Pour la plupart des gens, sur la majorité de nos émissions qui sont trop élevées, on n'a pas de prise. On ne choisit pas si notre boulot il est loin ou près de notre maison. On ne choisit pas si notre lieu de vie il est desservi par des transports en commun. Quand on est locataire, on ne choisit pas si notre logement il est bien isolé. On ne choisit pas quelle est l'énergie utilisée pour isoler le logement. On n'a pas forcément les sous pour changer de voiture. Enfin voilà, c'est en gros sur l'écrasante majorité de la pollution qu'un individu émet. Il ne peut pas faire grand-chose. Et la petite partie sur laquelle on peut agir, c'est très chronophage en fait, parce qu'aujourd'hui, la société, elle n'est pas faite pour avoir un comportement écologique. Et donc du coup,
notamment pour les femmes, essayer d'être zéro déchet, comme c'est à la mode en ce moment, en fait, ça veut dire passer 99% de son temps à ça. Et moi, j'ai des copines dans des groupes militants qui ont arrêté de militer pour pouvoir être zéro déchet. Donc, ça part pas dans le bon sens, quoi. Repasser chez soi à la sortie du boulot, chercher ses bocaux et ses sacs réutilisables pour aller faire ses courses dans 3 magasins différents parce qu'on cherche du local, etc. Rentrer, se rendre compte qu'il n'y a plus de couches lavables pour les enfants, remplir les trucs. Maintenant, il y a les petites compotes, les gourdes. Moi, ça me change la vie, ce truc. Et ben non, maintenant, il faut les remplir à la main. Il faut faire ses yaourts soi-même. Voilà. Donc, tout un tas de trucs qu'il faut faire soi-même. Sa lessive aussi. La lessive, moi, j'ai essayé les noix de lavage. Parce que c'est écolo. Alors déjà, c'est un espèce de bloc comme ça qu'il faut casser. Je me suis coupée. Après, il faut... en fait, ça pue. Donc, il faut mettre des huiles essentielles et ça retire pas les taches. Du coup, il faut prendre ses vêtements un par un, chercher les taches et mettre un détachant dessus. Voilà, hein, tu mets 1 heure pour préparer une lessive. Je veux dire, quand on a 3 enfants, hein, c'est pas possible, quoi. Bon. Donc ça, c'est la question à notre niveau individuel. 1 + 1 + 1, si on fait des efforts, est-ce qu'on règle le problème? Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les efforts là où on peut les faire. Après, il y a la question du boycott, c'est-à-dire, alors l'emblème un peu du mal, c'est Coca-Cola. Est-ce que si tout le monde arrête de boire du Coca-Cola, on peut abattre Coca-Cola et sauver la planète? Ben non, ça n'est jamais arrivé que 100% des gens aient une conscience politique d'un coup, boycottent massivement un truc et le fassent couler. Donc ce qu'on peut, c'est mettre une pression en tant que consommateur sur certaines entreprises. Mais en fait, si c'est pas Coca, ça sera Orangina, il y aura autre chose derrière. En fait, là, c'est pas une entreprise qui fait mal. Dans ce cas-là, le boycott, ça marche. Là, c'est tous nos modes de production qui sont basés sur des logiques de profit, d'obsolescence programmée, de production en continu. C'est la même chose pour les logiques de concurrence, en fait. Comme les entreprises, c'est pas des services publics, les entreprises, donc il y en a plein qui se font en concurrence. On se retrouve du coup avec plein d'entreprises qui fabriquent exactement la même chose, qui remplissent des entrepôts de produits, quoi, pour être concurrentiels et qui après vont les détruire. Enfin, on trouve plein de bouffe dans les poubelles arrosées de javel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner la bouffe, parce que sinon on perd en rentabilité. Dans l'édition, c'est un milieu que je connais bien, du coup, puisque j'édite des BD. Les gros éditeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils surproduisent. Donc, ils vont chercher les auteurs n'importe où, ils leur font écrire des livres dans des conditions pas possibles, sous la pression, en très peu de temps, pour avoir un catalogue énorme. Ça leur permet d'envahir, de surcharger les tables des libraires, pour être présent, pour être visible et plus visible que le concurrent. Et derrière, ces livres, ils ne sont pas vendus, ils sont détruits, en fait. Et donc, du coup, il y a aujourd'hui 1/4 de la production de livres en France qui est envoyée au pilon. On ne va pas les donner, pareil, puisque du coup, ça pose des problèmes de rentabilité. Voilà. Donc, en gros, y a plein de mouvements écolos maintenant, genre Extinction Rébellion ou quoi, qui prennent conscience de ça quand même, qu'il faut une action politique. Qu'il faut revoir nos modes de production, qu'il faut sortir de la logique capitaliste. Le problème, c'est que même dans les raisonnements de ces mouvements, il y a un dernier angle mort, je dirais, un postulat qui est que les gouvernements peuvent agir. Et ça, malheureusement, c'est pas vrai. Il suffit de regarder les COP. C'est pas la COP 1 qu'on a, la prochaine c'est la COP 26, donc ça veut dire que ça fait 26 COP qui font et qui se passe toujours rien. Les émissions, non seulement elles continuent de monter, mais elles montent de plus en plus vite. Elles montent, je sais plus, c'est chaque année le taux d'augmentation des émissions est plus fort que le précédent. Donc, ce que vont faire les gouvernements, c'est ce que leur disent les industriels. En fait, ça a toujours été comme ça. Les industriels profitent énormément de l'énergie fossile. Ils ne vont pas sortir de l'énergie fossile juste parce que les gouvernements le demandent. Donc, je pense que vraiment, il faut pas croire en les gouvernements et il ne faut pas attendre qu'un jour, un homme ou une femme providentielle arrive à la tête d'un pays et prenne les décisions qui fâchent, parce que en général, le mode de sélection de ces personnes fait que de toute façon, les personnes qui arrivent au pouvoir sont déconnectées de la réalité des choses. Et de toute façon, même si une personne connectée, on va dire, arrive au pouvoir et prenait des décisions qui entrent en contradiction avec les besoins de profit des industriels, elle serait neutralisée, quoi, d'une façon ou d'une autre. Soit par un scandale, soit par quelque chose de plus radical. Donc voilà, il ne faut pas... juste pour... je pense que vous savez...
de quoi les industriels sont capables. Mais Coca-Cola, par exemple, quand les États-Unis, non, c'était en France, l'État avait commencé à réfléchir à remettre la consigne, les bouteilles en verre. Coca-Cola, il y a un rapport à eux qui a fuité, qui était contre-attaque. Et c'était toutes les mesures politiques qui risquaient d'être prises dans les années qui viennent et qui nuiraient au profit. Et dans ces mesures, il y avait les mesures liées à l'écologie. Il y avait le verre qui est plus coûteux, forcément, la consigne et tout ça. Et il y avait d'autres mesures écologiques. Et ben, tout ça, c'était à contre-attaquer, en fait. Et Coca-Cola, ils envoient des tueurs à gages dans les pays où ils sont en train de décimer les forêts. Ils envoient des tueurs à gages pour tuer les syndicalistes qui luttent contre l'installation de coca dans leur pays. Donc, voilà, je pense qu'il faut savoir de quoi ces personnes sont capables. C'est pas une théorie du complot que de dire qu'ils iront jusqu'au bout pour protéger leurs profits. C'est comme ça que le capitalisme fonctionne. Bon, donc tout ça est un peu décourageant. Je vais finir sur une note encourageante. La question, c'est pas une question technologique. On sait aujourd'hui avoir une énergie propre. Ça impliquera ça impliquera de revoir nos modes de vie pour la simple raison que pour passer au renouvelable, il faut produire beaucoup d'éoliennes, beaucoup de centrales thermiques, par exemple, et la production de ces centrales sera faite avec l'énergie qu'on a actuellement, qui est à 80% fossile. Donc oui, dans la phase où on va produire toute cette énergie renouvelable, enfin les infrastructures à énergie renouvelable, on va devoir limiter drastiquement, je pense, notre consommation pour pouvoir le faire. Ça ne veut pas dire que c'est à vie. La deuxième chose, c'est que on peut commencer par limiter les logiques de concurrence, les logiques de profit, l'obsolescence programmée. Plutôt que faire des smartphones qui se mettent à ramer au bout de 2 ans, on fait des smartphones qui durent 30 ans. Voilà. On isole les logements, on passe au transport en commun. Enfin, il y a tout un tas de choses qui n'impliquent pas de se priver énormément ou de vivre mal, qui permettent d'agir sur déjà beaucoup. Mais pourquoi on le fait pas, en fait? Parce que c'est ça la question, c'est pas comment on fait, c'est pourquoi on le fait pas. Pourquoi on le fait pas, c'est parce qu'en fait c'est pas nous qui décidons. Et donc pour ça il faut reprendre le pouvoir politique. C'est ça qui est compliqué. Moi, quand j'entends que du coup les gens ne voudront jamais renoncer à leur confort, ça me fait toujours un peu rigoler parce que je sais pas trop de quel confort de vie on parle. Je sais pas si vous trouvez que votre vie est confortable, mais moi quand je discute avec mon entourage, se lever à 6h du matin, courir pour emmener ses gosses à l'école, ils vont rester 8 heures de suite assis de force à écouter parce que c'est hyper important, sinon ils n'auront pas de taf et ils seront au chômage, se prendre 2 heures de transport dans des métros blindés, passer 8 heures au boulot pour faire un boulot qui parfois ne sert à rien ou parfois se fait dans des conditions hallucinantes, manque de moyens, précarité, etc., à se faire engueuler par un patron, revenir se retaper ses 2 heures de transport, arriver à l'école en retard, se faire engueuler aussi. Voilà, je ne sais pas si c'est un confort de vie, ça. Moi, je trouve pas. Je pense que le mode de vie écologique qu'on peut proposer, il est vachement plus enviable que ce qu'on propose aujourd'hui. Et si pour ça, on doit se passer de changer de smartphone tous les 2 ans, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le faire, en fait. Parce que du coup, si on supprime en fait cette logique de profit, on supprime aussi tous les bullshit jobs. Ça veut dire qu'on peut baisser drastiquement le temps de travail, ça veut dire qu'on peut supprimer toutes les productions qui servent à rien. Les 4x4, les armes, la publicité, le marketing, enfin voilà, tout un tas de choses qui sont humainement inutiles. Il y a un collectif de syndicalistes qui avait qui avait étudié le sujet il y a 40 ans et qui avait estimé qu'on pouvait garder le même niveau de vie en travaillant 2 heures par jour. Donc, on prend n'importe quelle personne, on lui dit « Est-ce qu'en gardant le même niveau de vie, ça t'intéresserait de travailler 2 heures par jour ?» Elle va dire « Oui ». La question, c'est comment on met en place cette société. Là, c'est un peu décourageant parce qu'on a un peu l'impression qu'ils lâcheront jamais le pouvoir, les industriels et puis les gouvernements. Donc, c'est pour ça que je suis révolutionnaire, parce que je pense que en fait, ça peut se faire que par la révolte. Et les gens, autant trier leurs emballages, c'est concret, ils voient comment faire, autant faire la révolution, on ne sait pas trop quoi. Les révolutions, on ne les déclenche pas, en fait. Ça arrive à des moments où le niveau de vie est devenu trop difficile, enfin, le rythme de vie est devenu trop difficile, où les gens souffrent trop et où ils ont un sentiment d'injustice qui est trop aigu. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment,
on y est pas mal. Si vous voyez ce qui se passe en Irak, en Équateur, au Chili, voilà, il y a eu des soulèvements massifs. En France, il y a eu les Gilets jaunes, il y a le mouvement actuel. Il y a des tas de trucs qui se passent, en fait. Au Chili, ils ont réussi à faire dégager le gouvernement des Champs-Élysées chiliens. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ils sont partis, quoi, parce qu'ils avaient peur, parce que les gens, ils étaient là, après, à se battre et tout. Donc, on ne peut pas déclencher ce truc-là. Par contre, on peut sentir que c'est pour bientôt et que la situation climatique s'aggravant, ça va être de plus en plus palpable, la tension. Et on peut commencer à préparer en fait ce qui va se passer. Donc, pour ça, il faut aller dans les luttes. Donc, ça me surprend toujours un peu de voir des gens qui sont inquiets pour le climat et qui sont en train de passer complètement à côté de ce qui se passe actuellement là sur les retraites, parce que ce qui se passe actuellement, ça met en cause beaucoup de choses. Ça met en cause le pouvoir, l'espèce d'aristocratie qu'on a au pouvoir, et ça met en cause les profits des industriels qui sont derrière ce projet de retraite. Donc pour moi, c'est un peu une hérésie de s'inquiéter pour le climat et de ne pas participer activement au mouvement en cours, ne serait-ce qu'en soutenant les caisses de grève ou en allant sur les blocages ou en faisant grève soi-même si on peut, ou juste en parlant autour de soi. En fait, voilà, chaque épine dans le pied du capitalisme et du gouvernement actuel qui est en train de révéler, je trouve, ce qu'ont toujours été les gouvernements, mais là ça se voit, quoi. On s'en fout, on fera ce qu'on veut. Et un pas de plus vers des scénarios qui s'exercent en dehors du cadre du profit, en fait, et qui s'exercent en dehors du cadre où les gens sont des personnes égoïstes, décorrélées les unes des autres. En fait, on est une collectivité. On a un peu perdu ça, malheureusement, ces dernières décennies. Il faut qu'on retrouve ce sens du collectif. Donc, il ne faut pas se sentir découragé assez facilement en allant sur des luttes qui sont proches de chez soi, sur des sujets qui nous intéressent. Que ça soit les luttes sociales, les luttes féministes, les luttes antiracistes. Ça peut même juste être un truc associatif, en fait. On commence à créer les liens nécessaires. Le jour où il y aura un gros soulèvement, ça nous permettra de faire en sorte qu'il aille dans le bon sens, parce que les révolutions, on sait que ça part pas toujours dans le bon sens. Voilà. Désolée, j'ai dépassé beaucoup d'une demi-heure, mais on peut discuter si vous voulez. Merci. Ouais, n'hésitez pas si vous avez du coup soit des questions, soit des témoignages, des avis, enfin n'importe quoi. En tout cas, Emma, merci, parce que c'est une vraie gageure sans note de tenir un discours aussi précis et une synthèse de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et je pense que tu dois être la plus grande spécialiste mondiale pour avoir réussi à le faire. Mais tu nous as raconté comment tu l'es devenu, et c'est très fort. Je pense qu'on partage tous ces questions, on le voit chaque soir de ce festival, et que sans doute, effectivement, la question climatique est le ressort qui va tendre de plus en plus ces questions, de se remettre ensemble pour bouger les choses. Voilà, donc les micros sont là. Et avant d'intervenir, vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous pouvez donner un témoignage, intervenir. Vous êtes les bienvenus. Simplement, dites-le dans le micro, car nous enregistrons la séance. Merci, c'était génial, vraiment. J'ai une question qui est hyper intéressée, donc je m'excuse pour les autres. Je travaille pour Greenpeace, et Greenpeace, pendant longtemps, on a approché les sujets de manière sectorielle. Ça veut dire on veut interdire les OGM, on va regarder qui c'est qui décide, et puis on va faire en sorte que ça arrive. Pardon, ça marche bien. Ça marche bien pour avoir des victoires sectorielles, arrêter les OGM, la surpêche, et encore, on peut en discuter. Ça marche moins bien quand on a 10 ans, même pas, il faut agir sur le climat maintenant, tout de suite, à fond, on est un peu désemparé. Du coup, on fait plusieurs choses. On essaie de se dire peut-être qu'il faut avoir une approche plus systémique. Toi, tu l'appelles anticapitaliste, on peut l'appeler autrement, mais à la limite, c'est la même idée. Donc, ça, on essaie de le faire. Et on essaie aussi de se dire, plus on sera nombreux à se bouger d'une manière ou d'une autre, plus le curseur il peut changer, plus on sera fort. Et du coup, il y a plein de gens qui nous demandent qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Et on n'arrive pas à leur répondre sérieusement. Donc, longtemps, on leur a dit, venez avec nous demander à tel député d'arrêter les OGM. Ok, mais bon, c'est un peu opportuniste, ponctuel. Et maintenant, on a envie de leur dire, venez avec nous. Peut-être que vous commencez à juste vouloir
faire de la cosmétique bio ou de la lessive, et vous en êtes là. Comment on les, enfin, la question elle est difficile, hein, mais comment on les emmène plus loin? Et peut-être en t'écoutant, je me dis, en vous écoutant, je me dis que c'est en parlant aussi aux émotions, en racontant voilà, ce que les personnes vivent et ce qui va arriver, qu'on va réussir à faire ce shift-là. Enfin, voilà, si vous avez une opinion là-dessus, je suis preneur. Un sentiment, quoi. Alors, moi, je vais donner mon avis, mais si d'autres personnes veulent répondre, c'est cool aussi. C'est vraiment très compliqué cette histoire des efforts individuels, parce que moi je veux pas dire qu'il faut pas les faire, quoi. Et en même temps, il y a un discours à contrer là-dessus, hein, qui est que ça suffit, quoi. Moi ça m'avait gêné, je sais plus d'où ça venait, le truc il est encore temps, ouais, où il y avait 3 niveaux d'action. Il y avait un peu un niveau genre de lutte de terrain, il me semble. Après, il y avait, enfin, je sais plus. En gros, il y avait des niveaux plutôt de lutte systémique, là, comme tu dis. Et le dernier niveau, c'était faire à ton niveau si vraiment t'as pas les moyens et tout. Je pense que là, en termes de climat, on n'est pas là pour consoler les gens qui peuvent pas militer, quoi. On peut enfin, moi, il y a des périodes où je peux pas militer, hein, genre mon fils est malade, j'en sais rien, ben, je milite pas et ça me saoule et je culpabilise, mais je vais pas aller demander aux gens qui sont en train de se battre de me rassurer et de me donner un petit truc à faire, quoi. Donc je pense pas qu'il faut être dans cette logique de chacun peut agir juste pour rassurer les gens. Je pense qu'il faut être plutôt en train de dire si tu peux pas militer, c'est pas grave en fait. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous égaux devant le temps libre qu'on a et l'énergie. On n'a pas tous la même santé, les mêmes moyens. Voilà, milite quand tu peux, si tu peux. Moi, honnêtement, je pense que la logique derrière les petits gestes, faire ses cosmétiques et tout, c'est une logique de individualiste. Je sais que ça fait pas trop plaisir quand je dis ça, donc bon, je le fais, hein, moi je fabrique mon shampoing. Mais je le fais parce que j'aime bien, parce que ça me fait me sentir bien et ça décrit une bonne image de moi. Je trouve que c'est très en marche, quoi, comme conditionnement. On n'est pas pur, hein, donc voilà. Et donc je trouve que ce truc de dire je fabrique, mais je suis autonome. On n'est pas, de toute façon, on n'est pas autonome, donc ça sert à rien d'espérer l'être. Et en tout cas, on n'est pas mieux que le voisin parce que on fait ses cosmétiques. Je suis pas sûre. Je suis désolée. Je suis pas sûre qu'on puisse tirer les gens qui font leur crème de jour vers la lutte de terrain, quoi. Pour moi, il faut avoir un discours de voilà la situation. Et surtout, ce qui est important, c'est de montrer que la lutte climatique se passe pas forcément sur le terrain du climat. En fait, une fois qu'on a remonté l'histoire du réchauffement et qu'on a compris que c'est la logique de profit qui crée le réchauffement et que c'est pas notre consommation en fait, mais c'est la production. Une fois qu'on a compris ça, il y a tout un tas de luttes qui sont pas écolos, qui sont très efficaces pour lutter pour le climat, quoi. Par exemple, pendant les crises économiques, les émissions baissent, donc ça montre que les émissions sont inversement liées au profit. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc voilà, on peut faire, je sais pas, un truc par exemple défendre le rail, soutenir les cheminots quand il y a des grèves. Le rail c'est un truc hyper écolo, donc ça permet de faire des liens entre les choses. Les luttes féministes, dire que les petits gestes en termes de charge mentale c'est pas ouf. Et donc du coup peut-être que dans une visée d'émancipation, on serait mieux en tant que femme dans des collectifs de lutte dans la rue plutôt qu'en train d'essayer de laver des couches lavables ou je sais pas. Ça aussi, c'est un bon truc écologique. Donc en gros, voilà, il faut discuter, aller dans les luttes, créer des liens. Il y a des écolos. D'ailleurs, je sais pas quel groupe écolo a envahi le siège de BlackRock il y a 2 jours là. Donc voilà, il y a des groupes écolos qui commencent à venir. Mais je trouve que moi, il y a un petit problème de classe aussi dans les mouvements écologiques. C'est-à-dire que moi, c'est ce que ça m'a fait. Enfin, moi, je suis de classe CSP+. Quand j'ai lu les trucs sur le climat, je me suis dit, c'est la fin du monde. Mais en fait, c'est la fin de mon monde. Mais il y a des tas de gens pour qui c'est déjà la fin du monde depuis longtemps. Hein. Et même en France, des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils savent pas ce qu'ils vont manger ce soir. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont à fiche que dans 10 ans, la planète brûle, quoi. Ils sont dans une survie encore plus immédiate que cette question de climat. Donc quand les militants climat disent oui mais les gens s'en foutent, les gens ne rejoignent pas, je pense que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. C'est au mouvement écolo de rejoindre les luttes sociales
soutenir les piquets de grève, ce genre de trucs, parce qu'il y a des gens pour qui la catastrophe, c'est déjà maintenant. Je vais prendre la parole. Donc, mon intervention, elle va être en 2 points. Le premier, tout à fait personnel, à savoir que c'est grâce à vous que j'ai pu mettre des mots sur ce qui m'a coûté des dizaines d'années de psy, sur la charge mentale. Donc, voilà. Un grand merci, ça m'a énormément soulagée. Je pense que les témoignages que vous avez pu avoir ont pu aller aussi dans ce sens. La seconde chose, c'est sur justement ces questions des petits gestes, mais aussi sur tout ce que vous avez dit sur la place nos places à nous en tant que femmes, que mères dans notre société actuelle et patriarcale. Il y a quelque chose qui renvoie certes à l'individualisme, mais aussi à l'individu seul face au système. La question des petits gestes au niveau écolo, c'est pour le gouvernement actuel et les autres, hein, ceux qui ont précédé, c'est une manière de dire on renvoie sur vous, individus consommateurs, la responsabilité de ce qui se passe actuellement. Alors c'est bien, effectivement, il faut qu'on continue à trier, qu'on puisse s'engager aussi, comme vous le dites, sur les luttes, mais faut pas se leurrer, quoi. C'est le discours du capitalisme, c'est le discours des dirigeants qui nous dit allez, il faut bien trier dans la poubelle et tout ça. Enfin, c'est une manière, encore une fois, de se décharger sur les individus. Et comme on est dans des difficultés, alors maintenant ça reprend un peu, mais dans des difficultés à créer du collectif et à créer des liens, c'est encore plus de culpabilité et encore plus de difficultés pour chaque individu qui n'arrive pas à faire ces petits gestes-là au quotidien ou qui n'arrivent pas à s'engager ou ce genre de choses. Et je pense que ces temps comme ça là, qui nous sont offerts sont très importants pour essayer de remailler à nos niveaux le collectif et d'entendre que effectivement ce contre quoi on doit lutter, c'est pas forcément ce qu'on nous donne à voir, quoi. Voilà. Comment vous avez appris à dessiner? Ça n'a rien à voir, mais... Vous m'entendez encore? Ouais. En fait, ma sœur est illustratrice et mon père, il dessine. Et donc, du coup, quand j'étais petite, comme c'est ma grande sœur, j'étais un peu tout le temps derrière elle à essayer de recopier ses trucs. Je me souviens notamment, il y a un jour, on avait changé le papier peint de sa chambre, donc arraché tout le papier peint existant, et on avait passé une semaine à faire des dessins sur le mur avant de recouvrir. J'avais appris plein de trucs à ce moment-là. Après, le dessin que je fais pour mon blog, c'est du droit au but, on va dire. Je vise l'efficacité parce que quand j'ai commencé, alors là, j'ai arrêté de bosser, enfin en tout cas j'ai arrêté le salariat en informatique pour me consacrer à mon travail militant et du coup à mon blog. Mais avant c'était pas le cas et donc j'avais pas le temps, quoi. Je dessinais le soir, le week-end, bon, c'était un peu compliqué. Et du coup des dessins que je fais comme ça dans mon coin, c'est pas du tout proche de ce que je fais pour le blog. Et pour le blog, je fais en gros la plus longue partie de mon processus de création, c'est de comprendre le sujet. Donc je lis un tas de trucs et tout, mais la partie dessin, en général, c'est fait en, on va dire, 2-3 jours, quoi, pour une BD comme celle de la charge mentale. Je fais pas de brouillon, je prends ma tablette et je prends un crayon, je fais les traits noirs, après je colorie et voilà, quoi, c'est envoyé. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Déjà, bonsoir. Vous êtes la première auteure que j'ai lue en tant que personne aujourd'hui féministe et colleuse. Donc je sais pas si vous voyez les collages féminicides et tout ça. Moi, je suis colleuse. Et à côté, j'ai mon propre collectif justement qui parle de l'urgence et tout ça. Bon, je fais un peu de pub, mais bon, c'est pas trop ça. Mais pour vous, quelle est l'urgence? C'est-à-dire, quelle est l'urgence sur le moment, maintenant, tout de suite? Quelle est votre urgence à vous? Je pose la question aussi à vous tous qui sont dans la salle. Quelle est votre urgence? Parce qu'on est tiraillés de partout. On a l'urgence sociale, vous avez dit l'environnement, on a l'urgence des inégalités hommes-femmes, on a tout plein d'urgences. Mais quelle est votre urgence à vous, personnellement, aujourd'hui, en tant que militante et en tant que femme?
J'ai jamais eu cette question, c'est marrant. C'est intéressant. Alors, moi, je raisonnerais pas en termes d'urgence parce que justement, je trouve que c'est un risque de tomber dans la hiérarchisation des luttes. Et notamment, personne n'est à l'abri de ça, c'est-à-dire que moi, il y a pas mal de militants, des militants anticapitalistes qui m'écrivent sur mon blog pour dire mais la lutte suprême, c'est la lutte anticapitaliste, qu'est-ce que tu fiches dans les luttes féministes, etc. C'est marrant de penser qu'on peut mener une lutte anticapitaliste que pour 50% de la population, quoi. Souvent, dans les milieux écolos, on entend aussi ça, hein, c'est-à-dire l'urgence, c'est le climat, sans voir que y a des gens qui meurent d'autres choses. Il y a des femmes qui meurent des violences masculines, il y a des gens précaires qui meurent de la pauvreté, il y a des gens qui meurent du manque de moyens dans les hôpitaux. Donc voilà, tout ça va ensemble. Donc moi, ce que je dirais, c'est que pour moi, toutes les luttes, les luttes, quand je parle des luttes, je parle des luttes qui vont dans le bon sens, hein, pas des trucs, la manif pour tous, quoi. Mais on va dire toutes les luttes de gauche vont ensemble. Et par contre, la question de choisir, parce qu'on ne peut pas s'investir dans tout, et moi j'ai un peu le sentiment, c'est peut-être de ça que tu parles, mais moi j'ai un peu le sentiment de ne pas savoir où donner de la tête. C'est-à-dire qu'on m'appelle un peu sur tous les trucs et je ne sais pas où je vais aller, et à force de ne pas savoir où je vais aller, je vais nulle part. Donc il faut choisir. Et là, il faut choisir ce qui te parle. Enfin, en tout cas, moi, je choisis ce qui me parle parce que, en fait, militer, c'est dur, quoi. C'est de l'énergie, c'est discuter avec des gens qui pensent pas comme nous, c'est entendre des fois 250 fois le même truc et avoir l'air de pas en avoir marre et écouter et répondre calmement. Donc au bout de la 250e fois qu'on dit mais vous trouvez pas que les femmes elles veulent quand même un peu tout contrôler, mais moi j'ai envie de dire mais tu me saoules. Et en fait non, je dis alors non parce que voilà les arguments. Donc voilà, c'est dur de militer, donc il faut le faire sur un truc qui nous touche parce que sinon en fait on s'épuise et puis on laisse tomber et puis on s'engueule aussi entre militants. Voilà. Et donc du coup moi ce qui m'intéresse, ce sur quoi je m'investis, c'est les luttes féministes et les luttes anticapitalistes. Je vais pas, sauf pour les prises de parole, mais sinon je vais pas dans les mouvements écolos justement parce que j'y trouve pas assez de liens avec les mouvements anticapitalistes en fait, mais je sais qu'il y a des gens qui vont justement pour encourager les choses à se rejoindre parce qu'ils ont l'énergie de le faire et tout ça. Donc voilà, pour résumer ma position, c'est toutes les luttes de gauche se valent, mais il faut aller là où on est touché, là où on est concerné aussi. Je pense que ça aide à être touché. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'avais une question. Vous ne trouvez pas quand même que les petits gestes qu'on fait tous au quotidien et qui, pour vous, sont plutôt individualistes, sont quand même une lutte? Arrêter de manger de la viande, c'est aussi refuser la consommation, acheter local, bio, faire ses propres cosmétiques, ça veut dire ne pas acheter chez L'Oréal. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est certes individualiste, mais qui est quand même une lutte en soi. On refuse quelque chose et on refuse aussi un peu le capitalisme et cette consommation déraisonnée. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je suis désolée, je pense pas. C'est des débats que j'ai avec mes copains au jour le jour, donc déjà, c'est une certaine classe sociale quand même qui fait ça. Le bio, c'est plus cher, trier, tout ça, ça prend du temps. Ça me paraît compliqué, par exemple, moi qui fabrique mes trucs, d'aller dire à une mère célibataire de 3 enfants qui cumule demi-temps et qui bosse à 4 heures de chemin de chez elle, de lui dire moi je lutte et pas toi. Enfin, c'est compliqué. L'autre coup, j'étais à Carrefour et il y a une maman qui est venue me voir. Elle avait un pack de canettes de coca. Il lui manquait 30 centimes pour les acheter. J'allais pas lui dire, mais tu te rends compte de ce que tu fais en achetant du coca? Enfin, il faut faire attention. Sur la question de ne pas manger de la viande. Alors, bon, moi, je suis pas végétarienne. Je me prends des petits cailloux. Mais j'essaye d'en manger de moins en moins. J'en achète pas. Par contre, j'ai du mal avec un peu la position de certaines militantes antispécistes, un peu de supériorité morale, quoi. Il y a des communautés précaires,
pour qui la viande c'est hyper important en fait. C'est aussi un marqueur social, c'est aussi un moment convivial dans une vie qui est plutôt merdique. Et moi je me vois pas arriver en tant que militante végane leur dire mais voilà ce que vous faites, on a besoin de créer des liens avec tous les gens qui n'ont pas nos privilèges. Enfin là je dis on comme si on avait tous des privilèges ici, j'en sais rien en fait, mais en tout cas moi en tant que militante j'essaye plus de créer des liens avec les gens qui ont moins de privilèges que moi, et je pense qu'arriver avec une forme en présentant comme un moyen de lutte ma pureté de mode de vie, je pense que j'aborde pas du tout le truc de la bonne façon. Après, très concrètement, est-ce que faire ça pèse dans le game ? Pas trop, parce que tu vois, derrière, tu as des... Par exemple... suffisamment de gens se mettent à manger du bio pour que ça devienne rentable, on va faire du bio intensif, en fait, et puis voilà. En fait, le capitalisme récupère tout, et ce qu'il ne peut pas récupérer, il l'élimine. Par exemple, si tu regardes les scopes, c'est les sociétés sans patron. Moi, à un moment, je me suis dit, mais c'est ça la solution. On crée tous nos entreprises sans patron, et puis ils n'auront plus de travailleurs, et puis ils seront bien emmerdés. Mais en fait, ils ont les moyens politiques et financiers de faire en sorte que ça ne soit pas un problème pour eux. Donc, en fait, toute la législation est faite pour que les scopes ne marchent pas. C'est un travail acharné. Fiscalement, c'est l'horreur. Les gens, ils bossent comme des chiens pour des salaires dérisoires. Et puis, comme ça commence, malgré tout, ça marchait. Macron, il a passé 2 lois successives qui empêchent la formation des scopes. Il y en a une, je ne sais plus ce que c'est, mais l'autre, c'est que quand un patron revend son entreprise, il n'est plus obligé de proposer à ses employés de la récupérer. Donc, la capacité d'action du patronat est immense. Si les gens s'intéressent au bio, à l'éthique, etc., on va surproduire du bio et de l'éthique, il n'y a pas de problème, mais avec derrière les mêmes logiques de surproduction et d'obsolescence programmée. Si on regarde, par exemple, il y a eu plein de scandales aussi dans les magasins bio sur les conditions de travail. C'est les mêmes conditions de travail qu'à Carrefour, hein. Les gens sont exploités pareil. Donc, non, je pense pas... en fait, non seulement je pense pas que c'est une lutte de faire ça, mais je pense quand même que c'est bien de le faire. Mais des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est contre-productif. Je sais que les gens, ils aiment pas quand je dis ça, mais c'est contre-productif dans le sens où les gens qui font ça, moi, les copains que j'ai qui trient et qui fabriquent tous leurs trucs, ils militent pas, quoi. Ils disent j'ai fait ma part. C'est compliqué de proposer cette option-là aux gens, alors qu'en fait, il va falloir faire beaucoup, beaucoup plus que ça. Ouais. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre remarque sur la pédagogie et sur le fait que 50% de l'humanité n'est pas un enfant, mais un être humain conscient et qu'il ne faut pas prendre trop de pincettes. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression que quand on prend des codes, des messages simples, des images qui bougent de préférence, des slogans avec sujet, verbe, complément pas trop compliqué, voire même juste verbe, complément direct, ouais, do it, ça marche vachement mieux. C'est parce qu'on a des codes, on a intégré. D'ailleurs, même le même passage de quelque chose de scolaire où avec des listes et des mots à une image et de l'anecdote et du plus facile à percevoir en un coup d'œil semble avoir bien marché dans ce que vous racontiez des tracts. Et du coup, moi, c'est toujours un truc que je me demande, c'est comment on fait pour expliquer sans prendre les gens de haut. Le rapport du GIEC, moi, j'ai essayé de le lire, j'ai pas compris. Enfin, j'aurais peut-être dû lire le résumé pour les dirigeants, mais les vrais trucs scientifiques, en vrai, c'est super ardu. Et du coup, je sais pas où se trouve la limite entre faire un message clair et simplifier la tâche aux gens parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde se tape des notes de bas de page incompréhensibles, et prendre les gens de haut et venir sur son blanc destrier, leur expliquer toi Jane, moi Tarzan, je vais t'expliquer un peu la vie et c'est quoi la civilisation. Et moi c'est une question que je me pose beaucoup, et je me demandais qu'est-ce que vous aviez là-dessus, vous avez tenté un peu les deux, prendre les gens pour des adultes et en même temps les simplifier les choses. En fait, je suis d'accord avec toi, c'est hyper dur. Et je ne trouve pas que faire accessible, ça soit prendre de haut, ni de la pédagogie. Pour moi, c'est plus de la démocratisation d'idées. Et c'est vraiment comme dans 1984, c'est-à-dire que les gens sont abrutis, pas désabrutis, mais ils sont abrutis volontairement par le truc du cerveau disponible, quoi.
On dépolitise volontairement les gens, de plus en plus à l'école, on n'apprend pas l'esprit critique, on retire la sociologie des programmes, voilà. Donc, pour moi, il faut vraiment surfer sur les modes de communication capitalistes pour tenir un propos anticapitaliste. J'ai vraiment aucun problème avec ça, quoi. Après, pour ne pas tomber dans le truc « je sais, toi tu sais pas », moi j'essaye toujours de me rappeler de là où je viens. Et des fois, j'ai tendance à un peu, quand on milite depuis longtemps, on a tendance à un peu être dogmatique, quoi. Et ben, j'essaie toujours de me rappeler comment j'étais. En plus, c'était il y a pas longtemps, quoi. C'était il y a 10 ans. Comment j'étais quand j'étais pas féministe et tout ça, et comment je percevais les gens qui me parlaient de cause. Ben, j'étais sur la défensive, me sentais bête, donc. Je trouve que l'approche, c'est quand même toujours de dire que toi-même, tu sais pas tout. Qu'avant tu pensais comme ça, expliquer ce qui nous a fait changer d'avis. Moi, c'est vachement ça que je fais dans mes BD. Je dis avant je pensais ça, et en fait telle expérience, tel truc m'a permis de comprendre que moi je fais ça par exemple sur je fais des trucs sur je veux pas lancer un débat, mais sur les médecines alternatives, là, dites alternatives. J'avais fait un truc sur l'homéopathie, par exemple. Et c'est compliqué parce qu'en fait, dans les milieux scientifiques, il y a vachement de mépris envers les gens croyant un peu. Les gens qui croient aux magnétiseurs, qui croient à tout un tas de trucs qui n'ont pas été prouvés scientifiquement. Mais on ne peut pas convaincre les gens sur ces terrains-là, si on arrive en disant non mais t'es débile, quoi. Donc du coup, il faut y aller. Pour moi c'est facile puisque moi je viens de ce milieu-là, d'un peu de rebouteux et tout ça. Donc pour moi c'est plus facile d'avoir une approche en disant en fait si t'as un truc grave, prends pas de l'homéopathie parce que voilà, moi je connais des gens qui ont traité des trucs graves comme ça et ça s'est pas bien passé. Enfin, il faut mieux partir du vécu et de pas prendre une position de personne qui a toujours su, pour montrer qu'il y a un cheminement possible, et aussi s'intéresser, je dirais, à ce que les gens ont à dire. Parce que moi aussi, les débats auxquels j'ai pas envie de participer, c'est les débats où tout le monde m'écrase et me sort sa science, et que finalement, je peux pas donner mon avis, tout le monde a du meilleur vocabulaire et des meilleurs arguments, parce que forcément, ils sont entraînés. Donc, je trouve que c'est déjà une première chose de laisser parler les gens, et pas prendre des airs d'érudits, pour que la conversation, l'échange, il soit possible, parce qu'il y a beaucoup d'ego dans ces discussions. Je pense qu'au moins 50% de la prise de conscience, elle vient de l'ego. Donc si la personne, elle est vexée, c'est mort. Alors peut-être y a-t-il encore une intervention, mais ça sera la dernière, puisque vous pouvez de toute façon continuer à parler avec Emma à la librairie, puisque je crois que une petite table t'attend, mais vous pouvez lui parler sans être obligé d'acheter ses livres, hein, ou un autre. Donc je ne sais pas s'il y a encore une intervention. Sinon, moi je voulais juste dire, parce que ça fait quand même une semaine qu'on tourne autour de ces questions, et on a préparé le festival assez intensivement, c'est que la sensation, en tout cas, dont je peux témoigner très modestement, c'est qu'on sent que de toute façon quelque chose va arriver qui va faire qu'on va être bien obligé de s'occuper ensemble de certaines choses. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu ce que tu nous as dit. D'accord, hein, c'est l'eau qui dort en ce moment, hein, ça frémit. Ouais. Donc voilà, je vous propose de remercier. Merci beaucoup Emma, parce que tu as fait un grand parcours.